Bonjour à tous et bonjour à toutes. Clients de UBA Côte d'Ivoire, abonnés de nos médias sociaux dans les 6 pays de notre présence en Afrique francophone. Nous vous saluons au Mali, au Burkina, au Bénin, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et bienvenue à cette nouvelle session des UBA Business Series. Alors vous le savez, ce sont nos sessions de webinaire au cours desquelles nous parlons de sujets qui intéressent. Et aujourd'hui, le thème retenu, c'est le contenu qui convertit. Pour en parler, nous avons fait une sélection parmi les meilleurs en Afrique francophone. Et on va faire un tour de table très vite pour présenter nos speakers et puis entrer dans le vif du sujet sans plus tarder. Yannick Boka, expert en social media marketing. Bonjour. Bonjour. Mamadou Kajaliouba, alias Timac, est aussi là, fondateur d'Africa Play, entrepreneur du digital. Bonjour. Salut, bonjour à tous. Aude Anissette Coco, experte aussi en communication, est avec nous. Bonjour Aude. Bonjour, salut. Et puis, vous ne pouvez pas ne pas le connaître, Moulay Tabouré. Il est là aussi avec nous. Bonjour Moulay. Bonjour Luc. Ok. Alors, comme je le disais tantôt, le thème retenu pour cette session des UBA Business Series, c'est le contenu qui convertit, renforcer votre influence et stimuler votre croissance grâce au marketing stratégique. C'est un thème qui intéresse parce que depuis bientôt 10 ans, partout en Afrique de l'Ouest, on parle de contenu, de création de contenu. C'est devenu un vrai métier. Et qui parle de métier, qui parle de création de richesses, parle aussi de finances et de banque. Et ça nous intéresse. Alors, on va entrer dans le vif du sujet sans plus tarder. Et la première question, je l'adresse à Yannick, mais avant, je voulais vous déballer un peu les axes de notre discussion de ce jour. Notre thème va s'étaler sur 5 axes. Donc le premier va s'axer autour de la compréhension du contenu qui convertit, l'influence utile et la crédibilité numérique en second axe. Après, le marketing stratégique comme moteur de croissance en troisième axe. Adapter la stratégie aux réalités africaines en quatrième axe. Et puis, la création d'un écosystème durable pour le cinquième axe. Yannick, première question. Alors, comment définirais-tu un contenu qui convertit? Déjà, merci. Pour moi, un contenu qui convertit, c'est d'avoir un contenu qui parle à une audience. Et l'audience doit normalement se reconnaître dans ce contenu-là. Et il y a 3 étapes. Il faut déjà capter l'attention de cette audience-là. Et pour capter l'attention de cette audience-là, il faut s'appuyer sur on va dire ses us et coutumes, ses réalités, déjà pour que ce contenu-là soit audible. Et après, il faut retenir l'attention de ces personnes-là. Et après, maintenant, c'est beaucoup plus facile de les convertir, quel que soit en fait ce qu'on va leur proposer, mais toujours qu'ils doivent répondre à leurs problématiques. Parce que très souvent, on oublie qu'un contenu, c'est aussi un produit, quoi. Exactement. Alors, on va tenir la fin. Donc, un contenu, c'est aussi un produit. C'est bien ça. Très vite, on va aller vers la seule dame du plateau, Aude. Et puis, on va poser cette question. Qu'est-ce qui fait qu'un contenu dépasse la simple visibilité pour devenir un outil de croissance? Alors, merci à tous ceux qui sont connectés déjà. Je pense que pour qu'un contenu devienne justement un outil de croissance, il faut que ça parle déjà à son public. Parce que très souvent, on a l'impression que les personnes qui créent aujourd'hui du contenu le créent autour d'eux sans pour autant penser aux personnes qui regardent. Et justement, lorsqu'une personne n'est pas captivée dans l'optique où elle sait que ce contenu-là ne parle pas de ce dont elle a besoin, elle passe. Parce qu'elle se dit, bon, ça ne s'adresse pas à moi. Donc, pourquoi est-ce que je vais rester sur un profil, une page, etc. Donc, il faut d'abord que ce contenu-là soit parlant afin de pouvoir captiver la personne. Et comme le disait tout à l'heure Yannick, il faut justement que ça regarde, on va dire, les us et coutumes des gens, qu'est-ce qu'ils attendent. Il faut que ça réponde justement à un besoin par rapport à eux, afin que cela puisse bien sûr les garder vers nos pages ou nos profils. Voilà. Ok, je crois que c'est précis, c'est concis. On vous l'avait dit auparavant.
nos speakers du jour maîtrisent leur sujet, donc vous l'entendez dans leurs questions. Et on va s'intéresser cette fois à un cas pratique avec Timac, fondateur de Africa Play. Alors Timac, dans votre parcours entrepreneurial, quel rôle le contenu a-t-il joué dans la notoriété et le développement? Bonjour Luc, merci encore. Le contenu aujourd'hui, Africa Play, déjà la musique, c'est du contenu, c'est ce qu'on consomme aujourd'hui. Et on va se dire, on a l'impression que tout le monde écoute, pas l'impression, on écoute de la musique tous les jours, tout le monde consomme de la musique, mais quand tu veux vendre de la musique, c'est là que tu te rends compte en fait qu'il faut savoir comment tu la vends. Parce qu'on entend de la musique à tout bout de champ, on se dit, lorsque j'acquiers un catalogue, si j'écris que j'ai Alpha Blondie, j'ai Espoir 2000, ça voudrait dire que tout le monde va sauter et va venir automatiquement acheter. Et c'est ce qui n'est pas le cas. Et donc, je vais rebondir sur ce qu'a dit Yannick tantôt, c'est que le contenu, c'est un produit. Moi, de par mon parcours, j'ai la chance, j'ai fait les télécoms, travaillé sur les produits et services depuis les années 2006. Donc, pour moi, tout ce que je fais, en fait, je considère tout ce que je fais comme un produit. En fait, pour moi, tout est un projet, tout est un service. Donc, chez Africa Play, au début, nous avons essayé d'expérimenter, justement, c'est là on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment étudier la psychologie et savoir qu'est-ce que les gens veulent. Aujourd'hui, les gens aiment un artiste, mais ne sont pas prêts à acheter sa musique. Comment tu les emmènes à acheter cette musique? Donc, nous avons essayé de concevoir à partir de ce moment un contenu en impliquant justement aussi les artistes à communiquer et aussi à rappeler, parce que chez nous, on va dire Africa Play, la musique, on a perdu l'habitude d'acheter de la musique. Aujourd'hui, en Afrique, je peux dire, sans avoir fait d'analyse, mais plus de 98% des gens n'achètent pas de la musique, ne savent pas que la musique a un prix. Aujourd'hui, tu sors un artiste qui est bien aimé et tu dis, sortie voilà, exclusive par exemple sur Africa Play, tu as plus de 60% des commentaires qui disent « J'attends la sortie sur YouTube parce que ça va être gratuit. » Donc nous, on a essayé justement de créer du contenu avec les artistes et de montrer l'exclusivité, d'avoir vraiment des contenus exclusifs et de pouvoir avoir un produit exclusif sur notre plateforme afin de pouvoir justement toucher la vraie cible. Parce que lorsqu'on poste, on ne vise pas les 100% de personnes. On se dit, ce post va nous attirer 1000 personnes, 2000 personnes, pas forcément, même si on a 1 million d'engagement sur le post, on sait que ce n'est pas les 1 million qui vont nous convertir. Donc on essaie vraiment de concevoir ce contenu en adressant, en parlant le langage de la cible de l'artiste que nous vendons. Donc voilà un peu le cas pratique chez nous. D'accord. Et par habitude, le niveau de conversion, il se situe à quelle proportion en général? Le niveau de conversion... Dans la musique en particulier. Dans la musique, honnêtement, il est très bas pour le moment. On milite pour l'augmenter, mais je peux te donner un exemple très pratique. Espoir 2000, lorsqu'ils ont sorti Tableau Blanc, on a publié, Patsako nous a donné l'exclusivité, bon, pas l'exclusivité, on l'a eu le même jour de la sortie et tout. Comme tous les autres. On a posté sur notre page en collaboration avec les artistes, sans sponsoring. On a eu en 48 heures plus de 300 000 vues sur le clip de 30 secondes. Ok. Mais les 300 000 vues n'ont pas converti un seul achat. Wow. Il a fallu retravailler pour que les gens commencent à acheter. C'est-à-dire, tu imagines, parce que Tableau Blanc était attendu. Donc tu te dis, tu as ce Tableau Blanc sur ta plateforme, ben, c'est que, voilà, le jackpot. C'est ça. Mais on va dire, un peu moins de 48 heures, on a dû réajuster, mais lorsqu'on a posté, on a dit oui, voilà, plateforme africaine, Tableau Blanc disponible en streaming ou en achat. Mais que ce soit en streaming ou en achat, les 48 premières heures, on a fait zéro, on a fait chou blanc. Pourtant, c'est à date le post sans boost qui a le plus performé. Tu as fait Tableau Blanc en fait. Voilà, on a fait un Tableau Blanc. Aujourd'hui, il faut, nous sommes encore dans un secteur où les acteurs au centre de notre secteur ne comprennent pas l'importance de ce que nous faisons. C'est ça. Voilà, parce que souvent les artistes, ils te donnent leur contenu, mais eux-mêmes, ils ne communiquent pas dessus. Ils vont communiquer sur le clip et tout, mais pas forcément sur ramener les gens à acheter de la musique. Donc, en termes de conversion, on est vraiment très bas. On va pas, voilà, il n'y a pas de truc. On se bat, ça fait des années. Mais sur certains artistes, on a de très belles conversions. En Guinée aujourd'hui, avec des artistes, on a un jeune artiste qui s'appelle Aka, qui a fait un feat avec Jelly Kaba. On est avec un opérateur.
juste des SMS, en une journée, on a vendu 500 souscriptions de passes, Wow. juste avec SMS. Parce que l'artiste, justement, a accompagné cette communication de la manière dont l'opérateur l'a fait, nous l'avons fait, mais en moins de 24 heures, tu as eu plus de 500 passes de streaming achetées. C'est déjà, c'est peu, mais on va dire pour nous, c'est un accomplissement parce que en 24 heures, tu as 500 passes, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Et dans ce que tu dis, en fait, avec les SMS, je suis intéressé, en fait, pour comprendre, avec Yannick notamment, les canaux qui convertissent le plus. Bon, après, on peut s'intéresser à cette question-là selon les secteurs d'activité, mais en général, c'est quoi les canaux qui convertissent le plus? Bon, je pense que tu as bien approché la nuance parce que tout va dépendre également de certains secteurs d'activité et puis de certains produits et surtout de la cible. Déjà, en fait, on a une cible qui n'achète pas beaucoup, qui est la cible qui est la plus nombreuse aujourd'hui sur Instagram et sur TikTok, qui sont, on va dire, les 17-22, donc les étudiants et les lycéens. Ils sont nombreux mais ils ne payent pas. Raison pour laquelle, lorsque on vend des choses sur TikTok, on a tendance à penser qu'on vend, mais derrière, si on fait un bon sondage, les vendeurs vous diront qu'ils ne vendent pas forcément assez comme ils peuvent le vendre sur Facebook. Sur Facebook. Après, la nuance aussi, c'est au niveau des tarifs des produits. Donc, pour les produits de 1000 à 2500, oui, ça passe facilement, peu importe le canal. Mais à partir du moment où on passe à 5000, tout le monde commence à réfléchir. Donc, le canal le plus rentable, je dirais, dépend de plusieurs facteurs. Il dépend du produit, du tarif, et puis aussi, surtout également de la cible, en fait. Parce que pour certains produits, ouais, tout à fait. Pour certains produits, le temps de validation ou de décision est beaucoup plus lent, en fait. Voilà. Ok. Alors, toujours dans le même axe, on parle du contenu qui convertit, donc comprendre le contenu qui convertit. On va aller avec Moulay et puis s'intéresser en fait à quelque chose de particulier parce que dans ton métier Moulay, le contenu en fait partie, on va dire, est dans la chaîne de valeur de ton métier et c'est, on va dire, un maillon des plus essentiels de la chaîne de valeur de ton métier. Et donc, avec toi, on veut comprendre comment le contenu contribue-t-il réellement à la confiance et à la fidélisation des clients. Alors, après, ça dépend de quel métier tu parles. Parce que je suis dans un moment où je passe d'entrepreneur et fondateur de Anka à aujourd'hui, je ne suis qu'amuseur public, comme j'aime dire. Divertisseur à vertu business. Donc, effectivement, si on parle du podcast, qui est un format qui en fait s'apparente à l'industrie des médias, effectivement, le contenu est le produit. Exactement. Et la monétisation est en fait le combat le plus difficile. Tout le monde sait que c'est l'industrie qui souffre le plus de la difficulté de monétiser parce que la transaction n'est pas obvious. Je pense qu'il n'y a que la musique, et j'ai beaucoup aimé ce que Timac a dit, les gens ne pensent pas qu'il faut payer pour. Ouais, c'est comme le contenu, les gens nous voient aujourd'hui dans ce beau studio, tous bien habillés, ils ne s'imaginent pas le coût qui est derrière. Et pour eux, ça paraît normal, ils le voient déjà partout et ils ne payent pas pour. Et c'est vrai que dans le cas de la création de contenu, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important à comprendre, c'est qu'il faut créer des strates, en fait, un peu comme l'a évoqué Yannick et un peu comme l'a évoqué Tifac. En fait, il y a vraiment différents niveaux. C'est-à-dire que si vous faites du contenu en ne réfléchissant pas à qui est la cible, vous perdez déjà l'objectif à terme de monétiser. Parce que vous devez apporter de la valeur pour ce que vous faites. Le problème du contenu, c'est que beaucoup de gens le font pour divertir et juste retenir. Si tu ne fais que divertir, oui, effectivement, tu ne gagnes rien parce qu'il y a énormément d'alternatives de divertissement qui sont gratuites. C'est ça. Donc les gens ne vont pas mettre pour avoir ton divertissement plus qu'ils le feraient pour, je sais pas, s'asseoir et regarder sur TikTok des humoristes qui eux aussi souffrent à monétiser. Donc tout le monde se bat sur le même, sur le même combat. Hein. C'est ça. C'est ça le point. Hein. Tout le monde se bat sur le même combat. Donc je pense que pour moi, la clé est de se dire quelle est la valeur que tu donnes dès le début et de construire ton contenu autour. Nous, par exemple, sur Sector Africa, clairement au début, on l'a pas fait pour monétiser. On l'a fait pour une mission, c'était nous en tant qu'entrepreneurs. On sentait qu'il y avait trop de choses qu'on nous demandait, parce qu'on est un peu plus vétéran, c'est plus de 10 ans qu'on fait ça, qu'on ne peut pas expliquer en 5 minutes. Et surtout, on nous demande les mêmes choses. Comment recruter? Comment acquérir des clients? Comment gagner un appel d'offres? Tu vois, des questions qui, c'est important. Tout le monde les rencontre. En fait, à un niveau ou à un moment de ta carrière, tu l'as. Mais on ne peut pas répondre en 5 minutes. Enfin, aucun entrepreneur qui est décent et qui te veut du bien
Je peux te dire en 5 minutes, voici la réponse. Ouais. Donc, il y a des gens qui prétendent répondre en 1 minute, je pense, qui s'en foutent. Mais du coup, la question, c'est qu'est-ce que tu veux accomplir? Donc, nous, au début, on s'est dit, OK, on va faire du contenu long pour avoir la profondeur qui permet de résoudre le problème. Donc, sinon, on s'est dit, le but, c'est qu'après une vidéo, quelqu'un qui a ce problème sache le résoudre. Et que nous, notre problème à nous, très égoïstement, c'était, si on me demande, je peux juste envoyer un lien. Plutôt que de devoir répéter 10 fois la même chose. C'était juste ça. Et en fait, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que les gens qui nous écoutaient, déjà, il y avait beaucoup qui n'étaient pas des entrepreneurs. Ce qui te surprend, parce que quand tu vois les commentaires, et c'est là où tu apprends à connaître ta cible. Exactement. C'est que je pense que beaucoup d'entrepreneurs, ce que je leur dis, c'est « Ok, tu as une mission, tu as une vision, mais après, il faut être humble. Regarde qui t'écoute, regarde qui te consomme. » Et je pense que c'est pareil pour n'importe quel business. Regarde qui te consomme. Et on a vu que nos meilleurs clients, c'était des gens qui n'étaient pas forcément entrepreneurs. Il y avait des entrepreneurs, mais il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas entrepreneurs, mais qui s'intéressaient au business parce qu'ils ne comprenaient pas le monde du point de vue d'un entrepreneur. Beaucoup d'entre eux considéraient leur chef d'entreprise comme étant ou des psychopathes, ou des gens obsédés par l'argent. Enfin, c'est pas de leur faute. Ils ne voient pas le monde qu'il y a derrière. Surtout qu'on présente l'opposé sur les réseaux sociaux. On a l'impression qu'entrepreneur, c'est le mec qui a une vie fantastique. Donc le salarié, qui voyage, qui est en business, tu vois. C'est un lifestyle, exactement. Donc tu avais l'entrepreneur qui se présentait comme quelqu'un qui a du lifestyle, et de l'autre côté, tu avais le salarié qui avait l'impression d'être l'ouvrier esclave sur lequel ce lifestyle se construit. Et en fait, non, nous, notre but, c'est de dire, non, l'entrepreneur, quand il prend son métier au sérieux, souffre aussi, mais de mots différents, et ne les montre pas. Donc tout ça est amenant à, une fois qu'on a réalisé ça, on s'est rendu compte, ok, si c'est beaucoup de salariés qui nous écoutent, et les entrepreneurs, qu'est-ce qu'eux, ils veulent? Et au final, on a compris que ce qui ressortait de notre long format, c'était pas que les gens voulaient des solutions, ils voulaient se sentir moins seuls. Tu vois, c'est pas un truc que tu peux imaginer. Tu n'imagines pas forcément que quelqu'un qui regarde un podcast, il veut se sentir moins seul. Mais le test qu'on a fait du coup, c'est on a proposé un endroit où les gens peuvent se retrouver, donc un groupe Telegram au début. Quand on a passé 100 personnes en, je crois, 2 semaines, on s'est dit, oula, c'est quand même un peu beaucoup là, parce que c'est quand même 100 personnes. On s'est dit, bon, on va mettre un premier filtre qui est où les gens nous donnent du temps, en nous aidant à faire le podcast, à choisir les sujets, ou donnent de l'argent. Étonnamment, on a eu beaucoup de gens qui ont commencé à donner de l'argent. Waouh. Oui. Pour appartenir à la communauté. Oui. Donc là, on s'est dit, en fait, déjà, les gens qui donnaient du temps, c'est un conseil que je peux donner à toute personne qui crée du contenu. Si tu essaies de trader ton contenu pour du temps, en fait, tu te rends vite compte que les gens vont te dire ils ont du temps, mais ils ne vont pas jusqu'au bout de l'action. Ça, c'est vrai. Donc la leçon pour moi de la conversion, c'est en fait, il y a un niveau ultime. Tu convertis quand les gens agissent. Maintenant, il peut y avoir un temps qui nécessite de la répétition. Bon, en marketing, on le répète à chaque fois. C'est essentiellement de la répétition. Donc, tu dois mesurer, en fait, combien de gens passent à l'action finale. En fait, des gens qui consomment, tu as des gens qui suivent. Et après, combien, à un moment, font quelque chose. Nous, dans notre cas, passer à l'action, c'était contribuer dans la discussion. C'est ça. On voyait que ceux qui payaient contribuaient plus que ceux qui ne payaient pas. Donc, on a arrêté. Parce que ça compte pour eux. Exactement. Tu vois, et c'est un truc qui est contre-intuitif parce que je sais qu'en Afrique, justement, les gens se disent « Ah, si je fais payer, les gens ne vont pas venir. » Il vaut mieux avoir peu de gens, mais de meilleure qualité. Qui paye. Qui paye. Qui paye, exactement. Parce qu'à la fin de la journée, on est tous là pour ça. Et c'est ça. ce qui finance l'activité. Et surtout, je me suis rendu compte aussi que c'est eux aussi qui te donnaient les meilleurs insights. Parce que nous, après, on a dit, écoutez, qu'est-ce que vous voulez comme contenu? Quelqu'un qui a payé va être un meilleur client aussi pour faire grandir ton produit. Donc pour moi, le contenu, la question que tu as posée initialement, c'est comment on construit le contenu pour justement développer. Je pense qu'il y a aussi une notion de plus tu es proche des clients, plus ton contenu leur ressemble. Beaucoup d'entreprises, et pas qu'en Afrique, je ne veux pas qu'on soit dans un complexe d'infériorité, pour avoir travaillé partout dans le monde, que ce soit des États-Unis, la Chine, plus l'entreprise grandit, plus ça devient pas naturel pour les gens de remettre le client au centre des décisions. Donc je pense que quand on fait du contenu, la clé, c'est de toujours réussir à ramener au client, pour conclure. Exactement. Pour revenir rapidement à ce que Moulay disait, le gros problème aujourd'hui, au centre même du débat de la création de contenu, c'est que ceux même qui créent le contenu ne pensent pas en fait à construire un business model autour de ce contenu. Moi, j'en ai souffert lorsque j'ai lancé mon média sportif. On commence tous avec
cette volonté de bien faire et de servir tout un écosystème. Mais souvent, quand tu penses trop à l'écosystème ne te le rend pas. Non. Donc très souvent, il est très important tout de suite. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident, comme tu le dis, parce que on ne vient pas avec cette volonté de vendre. Mais moi, je dis toujours aujourd'hui, pour toute personne qui veut créer du contenu, il faut qu'elle arrive déjà avec cet esprit de dire, au bout de 2 ans, il faut que je vende et que je rentabilise. Et ce modèle économique-là, il n'est pas figé. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, plus on met le client au centre de tout ce qu'on crée, on a la possibilité de voir ce qu'on peut mettre en place. Je pense que dans la suite, j'aurai l'occasion également de partager 2-3 expériences. Voilà. Exactement. Si oui, vas-y, Timac, s'il te plaît. Quand il a parlé de payant et de gratuité, je veux juste dire à ceux qui font du contenu, comme Yannick l'a dit aussi, qu'ils n'ont pas de business model, mais quand tu commences avec du gratuit, tu ne peux plus monétiser. C'est hyper dur. Parce que aujourd'hui, moi j'ai été confronté à ça quand je lançais Africa Play. Tout le monde a dit oui, mais pourquoi tu ne fais pas gratuit? Je dis, je préfère attendre 10 ans avant de commencer par avoir vraiment ce que je veux, que de commencer maintenant à le faire gratuit. Parce que, de par mon passé aussi avec les telcos, quand on lançait les produits chez MTN en 2006 et tout, on se rend compte que quand on fait une offre où on dit appel gratuit, en fait, tout le monde vient, d'accord, mais dès que tu dis, peut-être une semaine après, bon, il faut payer 5 francs pour ça, tout le monde se dit non. Non, c'est pas la tu vois, et pour moi, je dis la psychologie on va dire, de l'Afrique, c'est que quand quelque chose est gratuit, pour lui, il ne sait pas comment, mais il sait que tu gagnes de l'argent. Donc, du moment où tu viens mettre un prix en plus, il a l'impression que tu doubles, tu triples tes bénéfices. Il ne se rend pas compte, en fait, que peut-être c'était un appât, tu avais laissé gratuit pour permettre aux gens de venir. Donc, c'est pour ça, par exemple, nous, depuis le début, moi, j'ai été confronté, il y a plein de personnes qui m'ont dit, oui, mais tu sais, je dis, je ne peux pas. Aujourd'hui, je suis là déjà avec plus de 250 000 utilisateurs inscrits volontairement. Et parmi eux, même s'ils n'ont pas fait d'achat, mais ils sont venus s'inscrire, ils savent que c'est payant, ils n'ont pas dépassé, mais ils sont inscrits. Mais j'ai plus de 10% de ma base aujourd'hui qui achètent un abonnement ou qui ont déjà au moins, je vais dire 60% de ces gens ont déjà acheté au moins un single sur ma plateforme. Donc ça fait que on y vient. Donc il faudrait vraiment faire très attention. Si on n'a pas de business model, le gratuit, il faut s'assurer que c'est ce qu'on veut vraiment faire, sinon ça ne servira pas. Moi je pense aussi que, pour terminer, je pense qu'on n'a pas... En fait, cette science-là, elle est occidentale. Le truc de dire, il y a des lignes magnets, il y a des trucs gratuits qu'il faut donner. Mais en fait, la personne qui a envoyé ce message-là, c'est un peu comme celui qui a dit, au bout de l'effort, il y a la récompense. Je pense qu'il n'a pas précisé, en fait. Le contenu gratuit, là, la personne qui nous a envoyé cette science-là n'a pas précisé que le gratuit, c'est à partir d'un certain moment, pour une certaine cible. Justement. Et du coup, le fait de dire on crée du contenu gratuit et après, on va voir, je pense que le message n'a pas été bien... Mais en même temps, je pense que ceux qui portent ce message-là, ils n'ont pas d'objectif clair. Ils se disent que d'abord, je vais avoir de la visibilité et ensuite, on verra. Alors que dès le début, tu dois commencer justement à faire un planning par rapport à ce que tu veux apporter. Et c'est ce que Timac et Moulay disaient. Exactement. Et moi, par exemple, je prends le cas de LinkedIn. Quand je commençais sur LinkedIn, moi, j'avais un objectif très clair. Je me disais, dès que j'ai mes 20 000 abonnés là, moi, je commence à monétiser. C'était très clair. J'avais un planning par rapport à ça. Et quand je suis arrivée à là, j'ai commencé justement à mettre en place justement un business model. Comment est-ce que je pourrais rentabiliser sur ces 20 000 jusqu'à mes 40 000 aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'objectif clair. Ils se disent, du moins, je viens sur Internet, je fais comme les autres, j'ai de la visibilité. Et je pense que beaucoup de stars, aujourd'hui, ont de la visibilité sans justement être rentables. C'est-à-dire, tout le monde sait qui tu es, mais dès qu'on regarde dans ton compte en banque, justement, c'est vide. Et ça, c'est un souci. On le peut oublier. Ouais, bon. Le compte en banque, c'est forcément oublié. C'est ça, forcément, on espère. Forcément, on est quand même important de le dire. D'accord. Je comprends ce que tu as dit, Aude, et c'est vrai que
un truc que peut-être je peux apporter, parce que c'est vrai que tu as mis un point sur le gratuit. Ça, pour le coup, je pense que c'est partout pareil dans le monde. C'est pas que nous. Je pense que la particularité, c'est que notre population a effectivement un panier moyen beaucoup plus petit, parce qu'ils ont moins de ressources. Ouais. Ça aussi, c'est vrai. Ça, c'est juste... Parce qu'en fait, comme tu dis, beaucoup de cas où, effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est que les gens importent des modèles de pricing, notamment, et de coûts, sans réfléchir à la cible, en se disant, est-ce que la cible a la même valeur perçue que ce que tu as vu ailleurs? Parce qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir percevoir la même valeur. Ouais. Et c'est un truc que nous, on a beaucoup réalisé, qui est très important aussi. C'est vrai que, au final, pour résumer un peu ce que disait effectivement tout le monde, je pense que ce que Aude a bien illustré tout à l'heure, c'est le contenu qui convertit est celui qui parle à quelqu'un. Tu ne peux pas parler à tout le monde. Et le vrai sujet, c'est effectivement, il faut un objectif quand tu fais le contenu, idéalement chiffré, et dans le temps. C'est-à-dire que dans le temps, c'est ce que moi je trouve qui est le plus difficile. Beaucoup d'entrepreneurs que je rencontre, beaucoup de business, ils n'ont pas de notion de timing. Quand tu leur dis cette année, c'est quoi ta priorité, ils sont perdus. Parce qu'en fait, ils se disent, je veux gagner de l'argent. Mais c'est trop vague. Ouais. C'est trop vague. Gagner de l'argent, c'est combien et c'est quand. C'est ça. C'est ça. Et comment. Alors, le comment, là, doucement. Non, déjà, si tu as combien et quand, comme l'a dit Aude, quand tu as combien et quand, tu peux tester le comment. Mais je veux juste vraiment que j'en retienne. Le contenu n'est pas différent. Et c'est peut-être un autre message qui, pour moi, est très important. J'ai toujours trouvé que, malheureusement, le marketing, surtout quand les boîtes grossissent, est vu comme la fin. C'est-à-dire que, en fait, les gens voient le marketing un peu comme, je pense, ça date de l'époque, forcément, du Fordisme. Hein, le bout de la chaîne. Le bout de la chaîne. Parce que pour les gens, c'est on produit et après, on vend. C'est ça. Alors que non. Il faut savoir déjà comment tu vas vendre. Exactement. Et ça détermine ce que tu produis. Il faut que tu saches déjà, dès que le produit est fini, comment est-ce qu'il va sur le marché. Exactement. Et je pense qu'on est tous alignés là-dessus. Tous ceux qui sont sur le terrain vont te dire, en fait, le plus gros des problèmes, et pour le coup, c'est autant petite société que grande société. Le plus dur, c'est que les gens voient le marketing comme étant la fin. C'est même pas dans la chaîne des décisions. C'est ça. Et ça, c'est un truc qui, moi, me fait toujours très peur. Et je leur dis, c'est pas compliqué. Les boîtes qui réussissent le plus à l'heure actuelle sont celles qui partent du client, avec le marketing, déterminent qu'est-ce qu'on fait. Et ensuite, à partir de là, construisent une stratégie de pricing, de produits, de distribution, qui va jusqu'au commercial, au financier, nanana. Et donc, logiquement, effectivement, le contenu qui en sort est aligné. Mais si toutes les décisions sont prises avant d'arriver au contenu, c'est fini. Tu ne peux pas, en fait, et aligner. Sans l'annoncer, on est entré. Je pense qu'on a tout déballé, en fait, du deuxième axe. Bien sûr. Tranquille. Du coup, on va attaquer le troisième. Vas-y. Yannick, comment on bâtit une stratégie de contenu orientée vers la conversion, techniquement? Ok, d'accord. De manière technique, déjà, je pense que le centre en fait de toute stratégie de contenu, c'est déjà la cible en fait. Faut déjà savoir à qui on parle. D'accord, donc définir la cible. Oui, ça c'est déjà la première chose. Et je pense que dans cette structure-là, au fil des années, Moula il a dit, il y a quelque chose qu'on a sauté. C'est-à-dire, on s'est dit, on identifie la cible, on identifie le problème et on crée le produit. Je pense en fait qu'à partir du moment où on a identifié la cible et on a identifié le problème, c'est maintenant que commence le marketing, avant même de produit. Exactement. Parce qu'en fait, on ne le dit pas assez et ce modèle-là, des 4P, des 5P, il est resté comme ça dans le temps et les gens n'ont pas cherché en fait à le déconstruire. Et donc moi aujourd'hui, ce que je recommande, une fois qu'on a identifié la cible et les problèmes, pour cette stratégie de contenu-là, c'est déjà de savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on va distribuer ce contenu-là. Parce qu'aujourd'hui, tout est dématérialisé. Le contenu que tu dois pousser, ce n'est pas la même forme sur TikTok, ce n'est pas la même forme par emailing. Et quand en amont, tu ne penses pas à ça, c'est compliqué. J'ouvre la parenthèse, c'est comme ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Normalement, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est assis, qui lui, en fait, en amont, te dit... Il y a des séquences, il y a des questions que tu dois poser à Moula ou à Yannick pour que ça pique, pour qu'on puisse utiliser ça pour pouvoir pousser. Donc déjà, il faut déjà suivre cette structure-là. Et puis maintenant, pour la conversion, pour moi, tout va dépendre surtout de plusieurs paramètres. Le premier paramètre, c'est déjà le prix. De se dire en fait que il y a une chaîne de valeur. On ne peut pas vendre directement le gros produit. Qui coûte 10 000 en fait. Il faut déjà partir d'un produit d'appel. Et c'est valable également lorsque on vend du contenu. Le contenu, là, il ne peut pas intéresser tout le monde. Moi, par exemple, aujourd'hui, je gagne de l'argent sur le dos de Netflix. Mais
le jour où ils vont se rendre compte, peut-être qu'ils vont m'appeler. Alors, pardon, petite parenthèse. Comment est-ce que tu gagnes l'argent sur le dos de Netflix? Faut le dire pour qu'on sache. Alors, déjà, il y a une notion qu'il a énumérée, c'est la notion de timing. Okay. Donc, j'ai passé 1 an, en fait, à écrire des chroniques pour tirer des leçons de vie et des leçons de marketing. Des films Netflix. Des films de Netflix. Okay. Ah, c'est bien ça. Donc, c'est parti comme ça. Les 3 premiers mois, c'était juste un challenge personnel parce que je voulais renouveler ma manière de parler du social media. Parce qu'on parlait du social media de la même manière. Donc, pour moi, c'était d'aller prendre des exemples pratiques pour expliquer le social media. Et l'une des choses qui demeure dans le quotidien de tout le monde, c'est le cinéma. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Mais après 6 mois, je me suis rendu compte que c'était un challenge personnel. Et à partir de la 2e année, je me suis dit, ben tiens, je pense que ça peut intéresser en fait les gens. Puisque les gens demandaient. Ah, c'est là où tu sais que c'est intéressant. Là, en fait, je me suis rendu compte que c'est ça. Les gens en demandaient. Parce que moi, c'était des chroniques pour tirer des leçons marketing et social media. Mais je me suis rendu compte que le public demandait beaucoup plus des leçons de vie qui les emmenaient en fait à changer de mindset, qui collent à leur réalité. Et c'est comme ça que ça a commencé. Jusqu'à ce que la 2e année, je puisse être contacté par TV5, par A+ Bénin, par Canal+ Côte d'Ivoire. Et c'est là où je dis, à partir du moment où c'est gratuit, c'est qu'il y a quelqu'un qui paye. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, dans le modèle économique, tu dois te dire, si je continue de faire du contenu gratuit, c'est qu'il y a une personne qui paye pour que tout le monde puisse lire. C'est ça. La 2e phase, c'est de se dire, ceux qui sont intéressés par ce que je fais, la 2e étape a été de faire sortir un livre. Ça, c'était un test. De se dire, ce serait dommage. Tu dis? C'est quoi le titre du livre? Le titre, c'était Cinépium. Ok. Donc, Cinépium. Oui. Pardon, Cinémac. Cinémac. Ok. Cinépium, c'est le prochain. C'est le prochain. L'annonce, en fait, je suis passé de Cinémac à Cinépium parce que je me suis rendu compte en fait que moi qui voulais parler seulement qu'aux marketeurs à travers le cinéma, ma vraie cible n'était plus des marketeurs. Oui, plus large. C'était devenu plus large. Donc, du coup, j'ai changé Cinémac en Cinépium. Mais j'ai fait sortir un livre en édition limitée de 100 personnes. Déjà pour voir un peu si le contenu allait intéresser les gens. Parce que je me suis rendu compte que les gens disaient j'enregistre. Bon, après, tu peux perdre ton compte. Donc, j'ai cumulé l'ensemble des chroniques dans un livre qui était catégorisé en fait par thématique. Super. Et ça a bien marché. Donc, du coup, en fait, tu commences à voir qu'il y a une structure et il y a des produits qui peuvent intéresser des catégories de personnes. Là, maintenant, quand je disais que je gagne de l'argent sur le dos, mais je participe aussi à les faire connaître parce que moi, contrairement à d'autres créateurs de contenu, j'ai des sondages que je fais. Donc, depuis 3 ans, je connais le nombre de personnes qui ont créé un compte Netflix, qui ont réouvert le compte Netflix grâce à ce que je fais. La preuve aujourd'hui, grâce à cette création de contenu, quand tu tapes Yannick Boka sur Facebook, Netflix qui avant sort. que tu ne termines le Boka, il y a Netflix qui sort, c'est ça. Ambassadeur numéro 1. En fait, ils doivent te payer. Du coup, aujourd'hui, il y a des personnes qui payent un abonnement pour avoir des récos. Et ils ne sont pas en grand nombre. Mais ça me permet tout doucement d'apprendre à connaître ces personnes-là. Donc, pour revenir à ta question, oui, à la question. Pour le contenu qui doit convertir, il faut déjà se dire en fait que si je vais faire du contenu gratuit, ça sert à des gens, mais il y a une entité qui gagne en fait par rapport à ça parce qu'elle touche beaucoup de personnes. La 2e étape, c'est de se dire, il y a déjà au moins un produit d'appel que je dois vendre. Parce que c'est ce petit produit d'appel-là qui va permettre aux gens de se dire, ah tiens, ce contenu, il est bon, je dois aller beaucoup plus. Et au fur et à mesure, on avance. Le dernier élément pour moi, Moulay l'a signifié, c'est en fait déjà de créer une tribu. Et la tribu, on l'a créée grâce à un rappel d'un lien auquel on doit... Parce qu'en fait, on voit beaucoup de personnes créer du contenu et à la fin, il n'y a rien. Oui, les gens se divertissent. Exactement. Ils ont fini après passer à autre chose. C'est-à-dire, et toujours les gens te disent, mais moi j'ai l'impression de ne pas tirer profit de mon contenu. Mais en fait, le truc c'est que tu ne donnes pas d'ordre aux gens. En fait, tu ne conduis pas les gens. La création de contenu, c'est comme un caniveau. Le caniveau, il y a une route de l'eau. Donc, quand
il a fini de lire le contenu, ou pendant qu'il est en train de lire le contenu, C'est quoi? Next step. en fait, tu ne lui dis pas. Donc lui, après, il scrolle. Ok. Et plus, il a dit, et tout le monde l'a dit, la répétition, je dis, ah tiens, donc je peux aller là-bas. Pour terminer, par exemple, moi, je me suis dit, comme le système de paiement n'est pas aussi structuré comme en Europe, mais TikTok a instauré ce qu'on appelle les cadeaux. Oui. C'est ça, Et moi, je exactement. me suis dit, ben attends, quand j'écris les chroniques, c'est des émotions. À la fin, il y a des gens qui sont contents, qui ont envie de me récompenser, mais ils ne savent pas. Exactement. J'ai mis en place un lien où je disais aux gens, toujours à la fin, je l'ai testé pendant 2 mois. Le lien des cadeaux. Si ce contenu-là t'a plu, ben clique et puis tu me fais un don. Trop bien. en Souvent, fait. le matin, Ouais. le matin, Ouais, je le me réveille, Ouais. tu vois 20 000, 25 000 euros. Oh, c'est cool. Parce que pour ce que les gens oublient, c'est que le contenu qu'on crée, que tout le monde crée, participe à la transformation des gens. Forcément, ouais. Et ça, je pense C'est l'action, que comme oui, tu dis. C'est ça. à l'aéroport au Maroc, une fois une dame me disait, ça je pense que je l'ai raconté, ah mais monsieur Bokar, on aime bien ce que vous faites, mais souvent on se dit, et Moulay le disait, on se dit que vous n'avez pas besoin De l'argent. d'argent. L'argent, oui. Mais c'est vrai parce que on ne le dit pas suffisamment. C'est ça. C'est Et ça. moi je lui disais, madame, quand l'eau est versée là, Mhm. on ne peut plus ramasser. On peut plus ramasser. Donc autant de fois que tu peux m'envoyer quelque chose, fais des contributions. Raison pour ça. laquelle, pour terminer, Oui, oui. quand on veut convertir, n'ayons pas honte en fait. C'est ça. De dire que ce que je suis en train de faire, il y a des paliers en fait de paiement. Et Exactement. surtout, ce qui est fondamental, c'est la tribu. Quand il n'y a pas de tribu, on confond audience, communauté et tribu. Je pense que je vais laisser les autres parler après. On pourra- Oui, oui, Moi, je vais effectivement. juste profiter de dire, à partir de 2026, sur Africa Play, tu pourras recevoir tous les dons que tu veux. Ok, Ça, on D'accord. aime. J'aime C'est beaucoup c'est bien placé, noté. voilà. Bon, C'est important. elle n'a pas beaucoup parlé depuis. Bon, Yannick est entré déjà dans le sujet. Voilà, exactement. Comment est-ce qu'on crée du contenu orienté conversion? Il a déjà parlé de comment est-ce qu'on gagne de l'argent, tout ça. Mais comment est-ce qu'on mesure le retour sur investissement d'une stratégie de contenu? Justement, le retour sur investissement d'une stratégie de communication, ben, regardez le compte en banque déjà. D'accord. Déjà, je dirais qu'on on va dire, la cible qu'on a. Est-ce que déjà, elle est présente? Est-ce qu'elle communique avec nous de manière régulière? Est-ce qu'on a réussi, disons, à créer déjà des fans même du produit qu'on est en train d'élaborer? Donc, il y a ça. Il y a évidemment, est-ce qu'elle est prête justement à cliquer à chaque fois qu'on va lui faire un appel? C'est ça. Je prends un cas simple. Lorsque j'ai sorti le second livre, Réflexion, j'ai lancé limite une grosse campagne et tout. Je faisais des vidéos sur Facebook, TikTok, Instagram, etc. Sur TikTok, j'en ai sorti 0, justement. Parce que le thème qui est abordé dans le livre, ça n'intéresse pas ça, les la gens cible de n'y était TikTok. pas. Mais par contre, sur LinkedIn, ça a bien marché. Pourquoi? Parce que le thème de réflexion, c'était autour justement de la politique, autour du colonialisme. Donc les gens là-bas, ils se disaient, ah voilà quelque chose qui me parle. Donc quand je leur disais que voilà où est-ce que vous pouvez vous procurer le livre, ils partaient. Donc la cible était déjà bien structurée via LinkedIn, mais les autres réseaux, ben, c'est un livre comme les autres qu'ils voyaient passer, donc ils ne trouvaient pas important de pouvoir s'en procurer. Donc je dirais que c'est vraiment voir quels sont le nombre déjà de personnes qui peuvent se procurer ce que nous vendons, le positionner et de voir comment est-ce que ça se comporte simplement. Donc, est-ce qu'ils sont capables, bien sûr, d'aller même au-delà du simple visionnage, comme avec notre frère ici? Est-ce qu'ils sont capables de s'inscrire, de payer et de voir, bien sûr, comment est-ce que les tendances marchent au fur et à mesure? Il y a toujours des restructurations à faire parce que aujourd'hui, nous sommes tous humains. Aujourd'hui, tu peux avoir envie de quelque chose. Demain, ça t'ennuie. Après, demain, tu dois revenir. Donc, bien sûr, il y a toujours des restructurations à faire. Mais une chose est sûre, c'est que le retour sur investissement, tu vas le sentir d'abord dans ton compte en banque et bien sûr dans les interactions C'est ça, quotidien. exactement. Voilà. Donc, c'est pas que financier. C'est pas que financier, évidemment. Exactement. Moulay, Oui. comment est-ce que toi, tu intègres le marketing de contenu à ta stratégie de croissance?
En fait, c'est intéressant quand on dit ça parce que je ne vois pas à quoi sert le contenu si c'est pas à faire de la croissance. C'est important que les gens l'aient en tête. En fait, tout effort doit avoir un résultat parce que le temps et l'énergie est limité, surtout dans le cadre d'une société où en fait c'est le travail d'allocation des ressources et c'est là que ça devient de la stratégie. Parce que je pense que tout le monde dit de faire du marketing stratégique, mais personne ne se rend compte que dès que tu choisis le temps que tu alloues, tu as déjà fait une stratégie. C'est ça. En fait, c'est pas quelque chose d'aussi intellectuel qu'il y paraît, c'est beaucoup plus pratique et pragmatique, il semble. Donc pour moi, pour répondre à ta question, le vrai sujet est quel système tu as en place. Je pense qu'on n'en a pas parlé vraiment, mais il y a un truc qui est important, c'est que le contenu est la fin, comme j'ai dit encore, de la chaîne, mais il faut qu'il y ait un système qui corresponde. Donc c'est-à-dire que pour faire de la croissance, par exemple, ça ne peut pas être juste des campagnes. Un truc que moi j'ai remarqué, les gens pensent que c'est quand j'ai quelque chose à dire que je parle. Et le problème, c'est que quand tu le fais, encore une fois, avant que quelqu'un aujourd'hui capte son attention, ce ne sera pas forcément un contenu. Oui, ça c'est clair. Ça, c'est un truc qu'il faut que les gens acceptent. J'aime bien rappeler aux gens que même aujourd'hui, avec je ne sais pas combien de milliers de followers vous avez, il y a moins de 6% des gens qui voient ce que vous postez. Des gens qui vous suivent. Les gens ont tendance à l'oublier, ce qui veut dire que mathématiquement, si même on part du principe que tu veux juste donner une info aux gens qui te suivent, mathématiquement, si tu veux que ces gens-là sachent exactement de quoi tu parles, s'il n'y a que 6% qui voient, ça veut dire qu'en fait, pour que tout le monde voit mathématiquement ou retienne, si tout le monde écoutait de la première fois, à 6%, ça veut dire qu'il faut que tu répètes au moins, 20 fois, 15 fois. Il faut que tu répètes 15 fois la même chose pour que les gens qui te suivent juste soient au courant, potentiellement. Ceux qui te suivent déjà. Suivant, déjà. Après, on a dit, normalement, en admettant que les gens reçoivent l'information, les 15 fois, on a dit pour qu'ils retiennent, c'est 7 fois qu'il faut le répéter. Ok. Donc, contrairement à ce que les gens imaginent, ça, c'est une bonne data. C'est une bonne data. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, je répète souvent aux gens, 7 fois 15, vous faites le calcul, on est à presque 100, c'est 90. Donc, moi, je répète toujours aux gens, tu n'as rien dit tant que tu ne l'as pas dit 100 fois. Tu n'as vraiment rien dit. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que... Et là, j'ai pris... Tout va bien. C'est-à-dire que chaque fois que tu fais arrive aux gens, chaque truc que tu dis arrive, et chaque information est comprise. C'est ça. En admettant qu'ils aient compris ce que tu disais, parce que des fois, ça se trouve, ils ne comprennent même pas de quoi tu parles. Et là, je ne rentre même pas dans le dernier sujet dont on a parlé, qui est pour moi important, le timing. Tes clients n'ont pas toujours le besoin de ta solution. Souvent, d'ailleurs. C'est ça. Donc, en fait, si on parle du principe que 100 fois ne tient pas compte du timing, la seule solution que tu as, c'est de parler 100 fois d'un sujet tout le temps. Ok. De diverses manières. De diverses manières. Voilà, on rentre dans un autre débat. Est-ce que le canal est bon? Tu vois, mais en fait, et donc c'est pour ça que je dis aux gens, du coup, personne, même une grosse société, surtout quand tu es gros, ne peut se dire je communiquerai quand j'ai le produit. Parce que moi, ce que j'entends le plus souvent, c'est les gens se disent j'attends quand j'ai le produit, quand j'ai l'argent, quand j'ai... En fait, c'est le quand. C'est ça. C'est un truc qui ne peut pas être ponctuel. Le contenu, si tu veux croître, de la même manière que tu ne veux pas croître un jour, tu veux croître tous les jours, il faut communiquer tous les jours. Donc c'est là, il faut un système. Et c'est là où avoir un système clé de marketing, ça veut dire que tu as en tête qui est ton client. Et ça, c'est un truc que j'aime bien insister quand on parle de cible, parce que nous, on est des habitués. Mais un truc que moi, j'ai beaucoup remarqué, parce que quand j'étais chez Anka, j'accompagnais beaucoup d'entrepreneurs, le plus gros problème, c'est que les gens pensent qu'une cible, c'est un groupe statistique. Comme on l'a dit là, c'est 15-25 ans. C'est ça. C'est quelqu'un qui a tel montant de salaire dans tel pays. Qui a tel centre d'intérêt. C'est pas une cible. Moi, l'exemple que je donne à mes clients marchands qui peut aider beaucoup de gens, c'est que je leur ai dit non, c'est quelqu'un dont tu peux décrire la journée. Là, tu as une cible. Là, tu le connais. Là, tu le connais. Et quand je dis souvent aux gens, dès que je leur dis, ton client, il fait quoi? Quand il se lève le matin, quand il se couche le soir, qu'est-ce qu'il a fait dans la journée? Et là, tu te rends compte que c'est tout de suite plus compliqué. Parce qu'en fait, beaucoup de gens, ils me disent, mais pourquoi aller dans ce niveau de détail? Je dis, parce qu'en fait, toi, tu cherches à rentrer dans sa journée. Connaître son parcours utilisateur. Exactement. Donc en fait, à quel moment il a ton besoin, à quel moment ta solution intervient, à quelle fréquence, quelles sont les contraintes de sa consommation, de son achat et de son utilisation. Donc c'est ça, je pense, qui est l'exercice qui est difficile pour beaucoup de gens au départ, mais surtout, il faut accepter que c'est continu. C'est là où je pense qu'il y a un autre sujet. Le contenu qui convertit ne peut pas être un contenu ponctuel. Ok. Je veux vraiment que les gens l'entendent, parce que c'est... Pardon, répète s'il te plaît, Ouais, il faut qu'on le répète. Ouais, il faut le répéter. Non, il faut le répéter, parce que vraiment, j'ai redonné les chiffres sur la conversion, il faut parler 100 fois d'une chose pour que ton audience captive, et j'ai pas parlé des gens qui ne te connaissent pas, l'entendent. Ouais.
Et j'ai pas parlé des gens qui ne te connaissent pas. C'est même pas juste quelqu'un qui tu veux avoir. Ceux qui sont déjà tes abonnés, qui sont te déjà suivent. là. Il faut le répéter 100 fois. Et j'ai expliqué comment devient le calcul. Donc, C'est ça. si tu veux de nouvelles personnes, là, tu rentres dans un autre combat. Donc, c'est pour ça qu'il faut un système. Et j'insiste, le système ne peut pas être ponctuel. Et encore une fois, la communication, le contenu, tout comme le client, ne peut pas être dans une relation ponctuelle. Donc, pour résumer, pour moi, un contenu qui convertit, s'il ne pousse pas à l'action, il crée une relation. Voilà. En plus, ça rime, c'est mignon. Non. Mais voilà, si ça S'il ne pousse pas à l'action, il crée une relation. C'est ça. Un contenu qui convertit, c'est un contenu qui, s'il ne pousse pas à l'action, c'est l'idéal. Comme elle a dit, il faut que ça tape quelque part, ça ramène quelque chose. Exactement. Ça crée une relation. Après, une relation, attention, ça se travaille. Hein. Ouais, forcément. Parce que je veux pas que les gens croient que ça veut dire que tu as une relation, ça veut dire que la personne, dès que tu as besoin, elle va venir. C'est absolument pas ça. Il faut pouvoir susciter aussi le besoin à un moment donné dans la relation. Et arriver, ou quand le besoin apparaît, que tu as... Après, c'est ça le marketing. Les gens parlent souvent de brand. Je sais qu'on n'en a pas parlé là, parce que c'est pas exactement lié, mais le branding, c'est juste la part dans l'esprit des gens que tu occupes. Hein. C'est ça. Ce n'est rien d'autre. Les gens pensent que c'est un truc compliqué. Non, c'est quand tu n'es pas là. C'est ça. Sans sollicitation. Exactement, on pense directement à toi. Est-ce qu'on pense à toi-même? Ouais, pour le petit exemple, vous savez, en Afrique, dans une partie anglophone, quand on dit rouge, par exemple, on dit UBA. On dit UBA, oui. Voilà. On dit rouge, on dit UBA. Oui, mais c'est une réalité. C'est vrai. Et ça, c'est, regarde la belle cravate que tu nous portes. Enfin, je veux dire, à un moment, Merci. il y a un travail qui est fait. Non, mais c'est ça le branding. C'est ça. C'est une cohérence répétée de façon à posséder une part de l'esprit de quelqu'un. Et ça, c'est pareil, tu peux pas le faire ponctuellement. Et tu donnais même un exemple avant le webinaire. Ah, avec le Saint-Père, tonton Tony. Ah, voilà. Voilà, Saint-Père, tonton Tony. Non, mais C'est je ça. donne l'exemple. Donc, à l'époque, quand j'avais un cas, donc on avait quand même 20 000 vendeurs dans 46 pays africains. Dans les 46 pays, souvent, je demandais aux gens, mais parce que pour créer du contenu pour eux, j'essaie de voir quel influenceur ils suivent. Mais influenceur business, il n'y en a pas vraiment. Ouais. Malheureusement. Malheureusement, C'est mais vrai. ça va changer, t'inquiète pas. On est dessus, mon ami. Tu vois. C'est vrai. C'est vrai. Et du coup, je leur demande, mais qui tu suis? Donc, pour changer, du coup, j'ai repris ma logique de quelle est ta journée. J'ai dit, mais quelle est la personne dont tu regardes le plus de posts Insta? Bon, évidemment, il y a beaucoup de divertissement, hein, beaucoup de célébrités, autres. Et quand je dis, mais quelqu'un qui, genre, tu as envie de devenir comme la personne. Et là, la numéro 1, c'était toujours Tony Elumelu. Waouh. Il faut le savoir. Et là, je te dis pas ça parce que c'est UBA qui sponsorise, hein, c'est une réalité. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que si tu prends... C'était Afrique anglophone. Francophone... C'est une référence. Oui. C'est une référence aujourd'hui. Je veux dire ce qu'il a accompli. Oui. Voilà, Et désormais, il est dans les fils d'actualité. Oui. Ouais, surtout, oui, il est forcément. cohérent et constant. Et c'est ça que je veux peut-être rappeler qui est le truc de départ, c'est ça. Tu peux pas te lever et dire, quand mon produit va sortir, je vais faire une campagne. Non, c'est constant. Et encore plus, comme Yannick l'a dit, il y a différents canaux. Donc ça doit être cohérent, constant, et c'est là où ça devient une stratégie, c'est qu'il y a une cohérence sur les différents canaux, sur les fréquences. C'est tout un travail, mais je veux juste que ceux qui nous écoutent se rendent compte que, encore une fois, on est dans un monde nouveau. Je veux que les gens acceptent. En fait, la communication, le marketing, comme les réseaux sociaux, ce n'est pas des canaux. Ce n'est pas la fin. C'est le début. C'est ça. En fait, c'est là où... C'est même le prêt, en fait. Je veux dire, parce que de la stratégie, avant de venir sur les réseaux, tu dois d'abord savoir ce que tu dois faire. Exactement. Même si tu n'es pas sûr, il faut quand même que tu te dises, je le fais pour voir qu'est-ce que ça va donner. Parce que, mais tu ne viens pas, parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux, beaucoup vont venir parce que tel a fait tel contenu, ils ont vu qu'il y a eu... voilà, 1000 likes dessus, ils vont se dire si je plagie ce contenu et que je le ramène à mon univers, je te retrouve à 2 likes. Et ça va marcher. C'est ok. Mais ce n'est pas le cas. Mais moi, ce que je veux entendre, c'est un très bon point ce que tu dis, que les gens copient. Est-ce que c'est mauvais? Moi, je dis non. C'est pas mauvais en soi. Ce qui est mauvais peut-être pour moi, c'est qu'ils le font qu'une fois. Oui, non, en fait, et ils n'en tirent tu le fais. Voilà, et surtout, ils n'en font pas un combat constant. Si tu copies en disant, désormais, je vais faire ça 100 fois, il n'y a pas de problème. Et surtout, je pense qu'il faut qu'on soit tous humbles en tant que marketeurs, qu'on répète aux gens, et je pense que surtout ceux qui sont employés en marketing pourront prendre ça et dire ça à leur boss. Personne, même le plus grand influenceur, ne sait quel contenu va marcher. Ça, c'est sûr. Ça, c'est vrai. Personne. C'est vrai. Il faut juste que ce soit dit. Ok, on a fait des campagnes avec Anka où il y avait plus de 2 millions, on a fait jusqu'à 20 millions de vues sur TikTok, mais tu ne sais pas lequel des contenus fait l'essentiel du succès. Parce que ça dépend de tellement de facteurs. C'est impossible à Oui, savoir. Ça dépend c'est de vrai. l'instant, comme tu as dit, de la journée, à Quel quel moment, quel parce que moment. le contenu. Et le contenu, par exemple, moi je dis souvent aux artistes avec qui je travaille dans la musique, quand un artiste m'envoie un titre et me dit ça c'est un hit, je ne l'écoute pas. Pardon. Personnellement, Oui. je ne l'écoute pas. Mon frère qui est artiste, la plupart du temps, quand il m'envoie ces morceaux, souvent,
c'est le morceau sur lequel il mise pas. Que moi, je crois en ce morceau. Et je lui dis, c'est vraiment ça, parce que tu peux pas centrer sur toi. Toi, tu aimes, tu adores. Mais c'est pas toi, tu ne te vends pas, tu n'es pas l'acheteur. C'est pas toi le consommateur. Souvent, même ton cercle immédiat n'est même pas ton client, en fait. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vends, tu veux vendre à la masse. Et nous qui sommes ici, nous avons nos habitudes. Donc, voilà, je vais dire, je veux vendre un truc. Je ne vais pas dire que Moulay, aujourd'hui, Africa Play, je fais Africa Play. Je ne cible pas Moulay en disant, je veux les gens comme Moulay parce que Moulay a un revenu. Je dis oui, il va pouvoir payer. C'est ça, mais c'est pur intellectuel, ça. C'est pas ma cible. En fait. C'est des best practices qu'on peut je regarder, peux mais pas les Moulay, applications. Mais ça ne fait pas mon chiffre d'affaires. Je préfère avoir 1 million de personnes qui payent 50 francs que d'avoir 10 Moulay qui vont me payer 5 000 francs. C'est ça, et puis on peut revenir. Mais est-ce que, Aude, toi, tu as eu un exemple d'une campagne ou un truc que tu as fait, tu ne pensais pas que ça allait marcher et qui a marché? Voilà. Bon, merci. Moi, merci Moulay. Je pense que ou en contenu. J'ai fait récemment un post où je me suis retrouvée à plus de 10 000 réactions. Ouf. Et franchement, moi, j'ai posté ce jour-là, je m'en fous. Mais c'est ça. Sans penser vraiment à l'impact. Je n'ai même pas pensé à l'impact. Je me disais que l'objectif, c'était justement de rediriger les gens vers ma boîte parce que je lance une plateforme d'auto-formation et tout. Donc, l'objectif, c'était de dire que justement, on peut naître ici, grandir ici et pouvoir vraiment développer son talent, même ici. Donc, j'ai juste fait ce post-là pour dire que oui, je suis née ici, j'ai grandi ici. Je n'ai pas fait de super grandes études, mais j'arrive quand même à m'en sortir. Donc, vous aussi, vous pouvez faire pareil. D'ailleurs, j'ai une plateforme pour ça. Mais en plus, ce post, je garantis que tu n'en as pas fait qu'un. Je te jure que j'en ai fait, j'ai fait qu'un sur Facebook et LinkedIn et ça a super marché. Après, j'ai réessayé, c'était pas le même voilà, succès. Voilà. Non, mais c'est OK. Voilà. C'est la difficulté, qu'on rencontre en agence, en fait. Souvent, quand tu proposes des concepts aux clients, non, ça, c'est sûr que ça va marcher. C'est quelle base, en fait? C'est ça. Bon, après, tu vois, il y a cette subjectivité-là aussi dans le marketing. Parfois, celui qui paye, tu vois, il décide de ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Et puis bon. On s'en plaint très souvent quand on est en agence. Une partie, en fait, des UBA Business Series, c'est aussi d'adresser, en fait, les questions de ceux qui nous suivent là en live sur LinkedIn et sur Facebook. Et comme on l'a parlé tout de suite de la cible, de comment est-ce qu'on l'a défini, que de ne pas s'arrêter, en fait, aux détails qu'on peut trouver dans la plupart des... Voilà, aux détails statistiques, merci. Il y a quelqu'un qui a demandé, mais comment est-ce qu'on peut connaître tous ces détails sur son client? Mais tu veux une réponse? Je veux une réponse, Moulay. Alors, normalement... Enoch Bonbon, voilà, c'est son nom. Enoch Bonbon. Enoch, et comme tous ceux qui nous écoutent, parce que c'est bien de prendre son temps pour se former, on n'en parle pas assez, et prendre ce temps contenu là, c'est pas négligeable parce que c'est du temps qu'on passe pas à faire autre chose. Donc pour Enoch et pour tous ceux qui nous écoutent, en fait, être entrepreneur, ou en tout cas être dans une entreprise, et on va aller plus loin. Faire du business, c'est vouloir servir les gens. Il faut l'accepter. Il y a une humilité que les gens perdent le jour où ils mettent un costume, ou le jour où il s'habille pour le travail. C'est pas pour toi. Mais non. Non, je sais. Ça, pour lui, c'est un serveur du peuple. Il est là pour le servir. Non, exactement. Nous, chez UBA, c'est Customer First. Voilà. C'est Customer First, rassurez-vous. Mais la preuve, ils nous font venir. Quelle banque fait ça? Très peu de banques viennent parler à leurs clients. Merci. Donc, voilà, je veux dire ça, c'est cadeau. Prenez ça et puis parlez-en autour de vous. Mais alors, non, vraiment pour aller plus concrètement dans le truc, je dis toujours aux gens, la personne dans une société qui a le plus d'impact et qui à terme aura le plus de rémunération est normalement celle qui connaît le mieux le client et le marché. C'est normalement ça qui fait un CEO d'ailleurs. Et pour info, c'est souvent quand les gens viennent jeunes et me disent qu'est-ce que je peux faire pour grandir dans ma carrière. Bien sûr, tes compétences, tu peux les développer, mais si tu ne sais pas comment, comme quand un entrepreneur lance son business, tu ne sais pas comment croître, il faut connaître plus ton client, connaître plus ton marché. Et il n'y a qu'une façon, tu t'assois et tu lui parles. Moi, je vous donne un exemple. En cas, quand on a commencé, c'est pas compliqué. Moi, j'avais une règle. Tous les jours que Dieu faisait, y compris le dimanche, je parlais à un acheteur et un vendeur. Ok. Mais ça veut dire quoi? C'est encore une fois, c'est pas un truc que tu fais ponctuellement. C'est un système. Parce que tu as dit tous les jours. Oui, tous les jours. Et pour faire ça, et c'est là où je comprends qu'Enoch ait du mal, c'est que du coup, ça ne peut pas être un effort, un coup. C'est-à-dire qu'il faut que tu t'organises pour déjà, comment tu trouves le numéro de téléphone de tes clients. Beaucoup de marques, beaucoup d'entreprises ne savent même pas comment contacter leurs clients. Donc ils ne savent pas qui ils sont. Si tu ne sais pas comment trouver quelqu'un, tu ne sais pas sur quoi lui parler, tu ne sais pas qui il est. Tu peux décrire tout ce que tu veux statistiquement, tu ne sais pas qui il est.
Et moi, c'était comme ça que je parlais à mes clients. Et c'est là l'essentiel de la croissance de notre boîte. Quand je prends la différence entre moi et les... J'ai dû croiser au moins 50 autres startups dans tous les incubateurs qu'on a fait. Ce qui nous séparait, c'était à quelle fréquence on parlait à nos clients. Et ce n'était pas que dans mon domaine. Les entrepreneurs que je connais qui ont le plus de succès, des entrepreneurs qui ont levé des fonds, comme Jack Ma, que j'ai eu la chance de rencontrer, à des gens comme, on va prendre un autre exemple beaucoup plus proche, Anana Wax, comme Maureen. Maureen Haïté. C'est la personne qui parle le plus de ses clientes que je connais. Ok. Si, au-delà de sa créativité et de tout, c'est quelqu'un qui parle à ses clients comme personne d'autre ne parle à ses clients, en quantité, en qualité. Et jusqu'à aujourd'hui, vous verrez dans ses stories, quand elle fait de nouveaux produits, elle demande à ses clients, vous préférez telle couleur, telle autre couleur, avant de commander les tissus. Et donc c'est quelque chose que je pense qu'il faut que tout le monde accepte, et que Enoch, comme d'autres qui nous regardent, doivent se dire, en fait, quand tu ne sais pas, quand tu ne sais plus où aller, quand tu n'as pas une conviction que tu veux prouver dans le temps, parce que le problème c'est que les gens, encore une fois, n'ont pas de deadline, tu dois mettre une deadline, tu dois te dire, je dois atteindre ce but à telle date. Si tu ne l'as pas atteint, tu retournes à ton client, quel qu'il soit. Et là, tu vas forcément, quand tu écoutes les gens en disant, qu'est-ce que je peux faire pour toi, attention, par contre, c'est là où c'est l'art du marketing, l'art du business, les gens ne savent pas forcément ce qu'ils veulent. Ça, c'est sûr. Il faut le dire. Et encore moins l'expliquer. À toi de suivre leurs actions. C'est pour ça que je n'ai pas dit quelqu'un qui connaît bien son client, c'est quelqu'un qui lui parle tous les jours et qui peut dire ce qu'il a dit. J'ai dit quelqu'un qui connaît sa journée. Parce que sa journée, c'est ses actions. C'est ça, exactement. On est tous des gens qui avons des grandes ambitions, des grands projets. On veut tous faire plus de sport, plus de nanana, plus de trucs. Mais quand tu regardes notre journée, c'est pas forcément là où ça se passe. Et il n'y a que ce qu'on fait qui dit qui on est. Donc à la personne qui veut servir quelqu'un, de comprendre qu'est-ce qu'il fait. C'est juste ça, vraiment. Je sais pas si... Je veux renchérir avec un cas pratique par rapport à ce qu'il disait. Par rapport à connaître la journée, à Cotonou, je devais accompagner quelqu'un qui avait une boutique souvenir. Et sa première cible, c'était les touristes. Les touristes, bien sûr. En fait, il avait du mal à comprendre pourquoi. Il n'y a aucun touriste, en fait, qui passait par sa boutique. Donc, il disait que lui, il connaît sa cible, il a analysé. Et je lui ai posé la question suivante. Est-ce que tu sais ce que ton client fait avant de venir te voir? Exactement. Et après? Il me dit, je ne comprends pas encore. Je lui ai dit, ok, d'accord. Je pars du principe que moi, je suis en France. Je dois venir à Cotonou. Qu'est-ce que je fais avant de venir à Cotonou? Il me dit, oui, je vais sur un site pour réserver mon billet. Je dis, après, je réserve mon billet. Après, je fais mes affaires. Et tout ça. Je lui dis, à partir de l'idée où je dis, je vais à Cotonou, je suis en France, jusqu'à ce que je dépose mes pieds à l'aéroport, est-ce que toi, tu penses que tu es dans ce parcours-là? À un moment. À un moment. Il me dit non. Il dit, bon, déjà, en fait, c'est déjà ça le premier problème. Exactement. Et quand il parlait de connaître la journée, c'est aussi de dire, c'est-à-dire, dans le processus là, si tu n'interviens même pas, c'est pas arrivé à Cotonou que je vais te voir. C'est ça. L'affaire est déjà pliée. Tu vois? Donc, le truc, c'est il faut que bien avant, dans le processus, il faut que tu sois là. Et même quand j'arrive à Cotonou, dans son parcours. Et même quand quelqu'un arrive à Cotonou ou à Abidjan, il faut déjà essayer de savoir c'est quoi le réflexe de la personne, sur quel site elle va partir, qu'est-ce qu'elle va voir sur Facebook. Et malheureusement, aujourd'hui, on a, heureusement, mais malheureusement pour d'autres personnes, on a de la publicité qui est ciblée. Donc, en fait, malheureusement, quand tu arrives dans un aéroport, les publicités Facebook que tu vois, il n'y a aucune boutique. En fait, normalement, on devait avoir une boutique qui dit je suis une boutique, je suis à 15 minutes de l'aéroport. Mais non, tu as des personnes qui visent des touristes, mais qui n'ont aucune publicité ciblée sur des endroits spécifiques. Donc, c'est pour connaître sa cible, c'est aussi ça, connaître le parcours, connaître la journée type, la journée type de cette personne, et d'être vraiment dans l'itinéraire en fait, de ce client là-bas. Et ce qu'il faut que tu dises qui est important, c'est que peu importe ta taille, même nous, quand on faisait des millions de dollars de transactions tous les mois, je parlais toujours à un client par semaine. J'ai arrêté le jour parce que j'ai quand même des employés à un moment, il faut laisser faire leur travail. C'est ça. Il faut arrêter. Mais en fait, tu n'as pas besoin de beaucoup de gens. Et là où tu as raison sur même les trucs à l'aéroport, un truc que je dis souvent moi, aux gens, c'est mais parle aux gens sur leur... Écris-leur sur Insta. Écris-leur sur WhatsApp. Directement. Écris-leur. En fait, ça ne... Il n'y a pas besoin de parler à 100 clients pour avoir une réponse. Par contre, j'ai dit il faut parler 100 fois parce que tu as du mal à avoir une personne. C'est ça. Et de toutes les manières, le pire qu'on puisse te dire, c'est non. C'est tout.
Ouais, c'est Après, vrai. on a- Et Effectivement. après même, c'est toujours, c'est toujours un Toujours. plaisir pour un client Qu'on l'écoute. de voir dans son inbox que la marque Veut lui lui accorde parler. du temps. Exactement. Encore même que ce soit peut-être le CEO et tout ça. Encore C'est plus. ça. C'est gratifiant. C'est ça. Alors, c'est tellement intéressant que ça fait déjà 1 heure qu'on est en ligne. Pardon. Ouais, ça fait déjà 1 heure qu'on est en live. Bah non, c'est intéressant. Alors, toujours dans la phase des questions-réponses, toujours l'abonné, donc Enoch Bonbon. Il est chaud, hein? Oui, il est chaud. Aude, on va t'adresser cette question-là. Il veut savoir, en fait, si vous avez une cible bilingue, du moins, une cible dans les 2 langues, donc français, anglais, des gens qui parlent français, des gens qui parlent anglais, Ah, c'est une belle est-ce question. qu'il faut créer du contenu dans les 2 langues? Ça, c'est vraiment... Ça, c'est une question super difficile. Et d'ailleurs, je pense que j'ai eu un accrochage récemment avec une amie par rapport à ça. D'accord. Parce que justement, elle a décidé de créer du contenu. Étant ici à Abidjan, elle a commencé à créer du contenu sur LinkedIn. Et elle est partie sur de l'anglais. Parce que justement, elle voulait être perçue et vue uniquement par les pays anglophones. OK. Et moi, j'ai dit, ok, c'est bien, mais étant donné qu'on est dans un pays francophone, ça serait quand même bien de t'adresser déjà au public d'ici. Et puis ensuite, au fur et à mesure, glisser sur l'anglophone. C'est ça. Tu peux partir, par exemple, sur des publications, peut-être en français principalement, et puis des fois rajouter au fur et à mesure de l'anglais, et puis voilà, continuer. Et on n'était pas d'accord là-dessus parce qu'elle était très carrée. Et je crois que actuellement, elle crée toujours ses contenus en anglais, mais qui n'ont pas assez de visibilité vis-à-vis d'où nous nous trouvons. Ouais, en parce ce que moment. certainement, elle n'a pas encore trop d'influence dans l'environnement qu'elle cible. Exactement. Vas-y, Donc, vas-y. Si tu peux, en fait, Oui. par rapport à ça, moi je pense déjà, quand tu dis que tu es bilingue, moi je pense qu'il y a, c'est-à-dire au départ, quand tu commences, il y a un problème. Ok. Tu vois? Parce qu'aujourd'hui, soit tu as 2 entités. Une entité qui cible la partie anglophone et francophone, mais quand tu démarres et que tu te lances sur les 2 marchés simultanément et que tu n'as pas la taille, parce qu'après, il y a une question de C'est ça. taille. C'est ça. Parce que même au sein même de ton entreprise, est-ce que c'est toi seul qui es bilingue? Est-ce que tout ton personnel est bilingue? C'est ça. Tu vois? Donc aujourd'hui, il faut savoir faire un choix. C'est la pertinence en fait. On a parlé de connaître aujourd'hui l'habitude de ses prospects, de sa cible, mais avoir parlé dans 2 langues, nous aujourd'hui on a un truc où depuis plus d'1 an, on a une proposition d'entrée au Nigeria. Mais moi j'ai dit, je ne suis pas prêt. Oui, bien sûr, faut être humble. Je ne suis pas prêt parce que le contrat il est signé, ça va faire 1 an. Mais aujourd'hui, ça voudrait dire que ma page Facebook, où j'ai déjà du mal à retenir et à convertir le marché francophone, je vais maintenant dire, je vais faire quoi? Africa Play English? Non, c'est dur. Tu vois, ça devient compliqué. C'est-à-dire, il faut vraiment que la personne sache. exactement. Il faut savoir d'abord dans quel pays est-ce que tu veux. Parce que si tu n'as pas une racine, c'est comme aujourd'hui, même les artistes ou même les footballeurs ou trucs, ou quel que soit ce que tu fais, il faut avoir ceux qui sont prêts pour toi. Ouais, Ouais. exactement. Et C'est si la tu n'as tribu pas tout à encore l'heure, fait ouais. ça, C'est ça. en faisant anglais-français, les francophones ne sont pas prêts pour toi, les anglophones ne sont pas prêts pour toi. Donc tu vas en avoir 10-10, alors que si tu avais 20 francophones, ça te fera plus de bruit que d'avoir 10-10 en fait. Ouais, non, c'est D'accord, mais moi, j'ai une curiosité, une question curieuse là. Alors, si on fait une étude de marché, prenons un cas pratique, hein, on va aller avec un cas. sûr. Parce que c'est exactement ce que nous on vivait. Voilà, on va aller avec un cas par exemple. Ouais. On fait une étude de marché où on a un marché, on fait un peu l'étude du pouvoir d'achat. Et on se rend compte que dans la partie anglophone, on a des gens qui payent plus, du moins qui sont prêts à payer plus. Et puis, on est francophone. Non, On mais maîtrise l'environnement francophone. alors, tu sais, pour avoir eu beaucoup de combats, parce que nous, Ouais. en on était l'une des boîtes justement où les gens étaient choqués de savoir qu'on était même francophone, parce qu'on communiquait qu'en anglais. C'est ça. Alors, en fait, la réponse que je donnerais, parce que c'est, enfin, Aude a déjà répondu, en fait, philosophiquement, c'est assez simple. Choisir, c'est renoncer. Comme dire André Gide. Tu choisis quelqu'un, donc tu laisses quelqu'un. Ce qu'il faut accepter, c'est comment tu choisis. C'est ce qui manque aux gens. Moi, ma politique, et c'est ce que l'expérience m'a prouvé, tu ne choisis pas en fonction de tes intentions. Ça, c'est le gros problème. Les gens choisissent par rapport à ce qu'eux, ils veulent. C'est là où je suis d'accord avec toi que peut-être ton ami a un problème. Exactement. La réflexion pour elle, ce que je lui proposerais, moi, c'est plutôt de réfléchir par rapport à ce que tu as et ce que le marché
a besoin. Ce qui se passait dans notre cas chez Anka, c'était assez simple. On avait un avantage, c'est qu'on avait des clients dans toutes ces zones-là. Parce que moi, mon client, c'est pas la personne qui achète. Mon client, c'est la personne qui vend. C'est ça. C'est ça qu'il faut accepter de se dire. C'est qui mon client? Qui, à la fin de la journée, me paye? C'est pas celui qui achète, c'est celui qui vend. C'est celui qui vend, ouais. Donc, ma chance, c'est que j'avais des vendeurs qui parlaient français, des vendeurs qui parlaient anglais. Maintenant, la stat que tu donnais était vraie chez nous. Les anglophones acheteurs anglophones étaient plus généreux en panier moyen, plus nombreux, mais plus coûteux à atteindre. Parce qu'en général, la personne qui dépense le plus coûte plus cher. C'est vrai. Il faut qu'on le dise en tant que marketeur, que tout le monde sache. C'est vrai. Il n'y a jamais de gars qui rapporte plus d'argent et ne coûte pas plus cher. Parce qu'en général, les gens qui coûtent de l'argent, les compétitions sont plus élevées pour les atteindre et leur attention est plus réduite parce que tout le monde veut leur argent. Ouais. Donc le combat devient quel avantage toi tu as pour atteindre ce marché-là que tout le monde veut. Donc, pour revenir à ce que nous on a fait, pourquoi on a choisi de communiquer en anglais, c'est qu'on s'est dit en fait ce qui se passait. C'était que les marchands francophones qu'on avait, eux-mêmes voulaient vendre à des anglophones. Qu'est-ce qu'eux ils veulent? À la fin de la journée, tu t'assois, c'est quoi ton client veut? C'est ça, il veut vendre. Le si on a un anglophone. Vendre aux francophones, donc les gens dans sa zone, il n'a pas besoin de nous. Donc on a accepté de laisser ce client-là en disant, si c'est un francophone qui veut vendre dans son pays, on ne le l'aidera pas. Il y a mieux que nous. Donc ça veut dire qu'il y a des fois, les clients viennent me voir en me disant, ouais, dans mon pays, je vends bien, mais comment je fais plus? Je dis, c'est pas nous qui peuvent t'aider. Voici telle personne, c'est pas moi. Donc tu dois renoncer à cette part du marché. Par contre, la part du marché où tu veux être numéro 1, c'est là où tu t'obsèdes. Et l'obsession se voit dans l'action, encore une fois. Les gens croient que je suis un obsédé d'action, mais c'est clairement ça pour moi la vie. En fait, je prends l'exemple de ton ami pour revenir à quelqu'un de plus concret, de plus simple. Moi, j'ai le même débat sur LinkedIn. Est-ce que je poste en anglais ou en français? En français, ouais. Parce que pour le coup, je parle les deux langues pareilles et j'ai probablement une audience des deux. La raison pour laquelle j'ai choisi de m'exprimer le plus souvent en français qu'en anglais, c'est parce que, j'ai plus de contenu francophone qu'anglophone. C'est la réalité. Et comme il a dit, si moi je veux me faire du contenu anglophone demain, il faudrait que je fasse un podcast en anglais. J'en ai pas. Déjà, je souffre à en faire un où je dois faire toutes les semaines des épisodes. J'ai déjà du mal. C'est déjà dur. Donc je vais pas... Je pourrais, hein. Et ça m'a fait mal parce que je pense qu'en anglophone, je pourrais faire des choses intéressantes. Mais la deuxième chose, la deuxième lame, c'est déjà, est-ce que j'ai du contenu anglophone? J'en ai pas. Est-ce que j'ai les moyens d'en faire? Je pourrais, mais c'est un coût. Et la deuxième lame qui a fait que je fasse mon contenu francophone, malgré le fait que sur ma boîte, je parle en anglais, c'est ça. C'est que je me suis dit, Moulay, parler de business en Afrique, je suis désolé, mais en anglais, il y a beaucoup d'autres gens qui le font. Énormément. Il faut être humble. C'est-à-dire qu'à un moment, comme tu disais, tu te dis, bon, Moulay, tu es un gars qui pense qu'il n'est pas mauvais, mais il y en a d'autres qui sont très chauds. Et le pire, c'est que les anglophones n'ont même pas besoin des contenus africains. Il y a le contenu du reste du monde qui est là, des États-Unis. Donc, enfin, à part si tu te dis, j'ai les moyens, moi, Moulay Tabouré, d'aller compétir contre Alex Hormozy aux États-Unis, tu te calmes. Non, mais tu te calmes. En fait, à la fin de la journée, ça fait mal. Hein. En fait, il faut que les gens l'attendent. Je suis d'accord, ça fait mal. Mais l'ambition ne doit pas être une excuse pour être irréaliste. Il faut être pragmatique. Tu veux être le meilleur, comme il a dit, il faut être le meilleur dans une zone plus réduite. C'est ça. C'est plus rentable qu'être à peu près OK pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est ça. C'est ça. D'accord. Alors, c'est précis. Merci Moulay. J'espère que ça aidera les gens dans leur... Non, c'est un dilemme constant. Mais après, voilà. On se bat tous dans ce dilemme. Exactement. Et puis après, l'idée, c'est d'être concret, voilà, de ne pas se flouer. Oui, exactement. De choisir. On a, comment elle s'appelle, Crazy Sally. Oui, bien sûr. Elle a commencé en français. Oui, elle est toujours en français. Elle est toujours en français. Et au fur et à mesure, certes, elle a eu des interviews en anglais et tout, mais sa cible reste francophone. Oui, c'est ça. Moi, j'étais tenté de le faire parce que je me suis rendu compte que sur le continent, 83% des abonnés Netflix c'est des anglophones. sont en Afrique du Sud et au Nigeria. C'est ça. Je me suis dit, bon, mon gars, on se calme. On va essayer. Allez, on va se gérer. Commençons à Abidjan ici d'abord. Le mot clé, c'est on se calme. C'est ça. Commençons à Abidjan d'abord. Une référence sur ton marché. Après, c'est beaucoup plus facile d'aller vers eux. Tu vois, par exemple, Gad Elmaleh dans la comédie. Quand il a fini le marché francophone de l'humour et que c'était une référence, il s'est donné le challenge d'aller aux États-Unis. Oui, mais est-ce que ça a marché pareil? Non, je veux dire, au moins, en allant là-bas, c'était waouh, c'est Gad Elmaleh. C'est déjà une référence en fait. C'est pas le moyen, un humoriste moyen se serait permis d'y aller. Même pas. Non, et à la fin, comme je dis souvent aux gens, on a tous ce combat-là. Tu vois, on a tous eu cette histoire-là, tous on le voit. Il faut accepter une chose. Moi, je dis souvent, il ne faut pas avoir un complexe d'infériorité en tant que francophone. Il ne faut pas avoir honte. Comme j'ai dit en cas, je suis sûr par les chiffres qu'on était plus gros que toutes les startups anglophones qui ont essayé de faire ce qu'on faisait. Sans aucun remords.
Mais c'était parce que, encore une fois, je savais que j'avais les clients anglophones et que mes clients francophones voulaient des clients anglophones. C'est ça. Il faut être juste aligné. C'est là où tu as raison. Même moi, je me dirais, putain, quand même, je pense que Netflix, il y a quand même moyen plus de clients anglophones. Mais c'est une question de, est-ce que tu as les moyens aujourd'hui? C'est une question de moyens. Je pense que vraiment, c'est pour ça qu'il faut une deadline. Ouais. Il faut se dire, et je reviens là-dessus, un contenu qui convertit comme une stratégie qui marche, c'est une stratégie qui a un temps. Ouais. Une stratégie qui est éternelle, qui est sans fin, c'est pas une stratégie, c'est un souhait. C'est un vœu pieux. C'est ça. Je veux être. Mais donc. C'est ça. On veut tous être quelque chose. Ouais. Et en fait, tu fais bien d'évoquer ça parce que justement, j'ai une question de l'un de nos abonnés qui est liée à ça, en fait, les frais. Je vais l'adresser plutôt à Timac. Vas-y. Comment est-ce qu'on budgétise? Parce que le contenu, on le crée quand même avec des moyens. Comment est-ce qu'on budgétise? Il veut savoir, en fait, sur une base annuelle, comment est-ce qu'on budgétise pour créer du contenu qui convertit? Budgétiser, en fait, ça c'est une question qui va rester une question, moi je pense. Parce que, en fait, tu ne peux pas à l'avance. Aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure des contenus, on ne sait pas lequel va marcher. Donc, lorsque moi, par exemple, sur Africa Play, j'ai un budget sur lequel je me dis, ce mois-ci, je ne veux pas dépasser X en budget, ads, etc. Mais quand je fais un post et que je ne l'ai pas encore sponsorisé, qui commence par prendre, je me dis, mais ça prend, hein? Je regarde le taux de conversion. Je me dis, mais j'ai déjà atteint ma limite. Si je ferme et que je me suis dit strict, c'est 100 euros, ça voudrait dire que je vais regarder, voilà, c'est fini. Donc en réalité, aujourd'hui, il faut aller pas à pas, il faut avoir cette flexibilité. Et quand tu as plusieurs contenus, c'est de mettre déjà un panier minimum sur chaque contenu que tu veux pousser. Et en fonction du ROI, si je mets 10 $ sur un contenu qui me rapporte un engagement plus élevé, ben, je peux me permettre à ce moment de me dire, si 1000 personnes, sur 1000 personnes, 600 personnes se sont engagées sur ce contenu, ça voudrait dire que si je vais à 10 000, ça fait 6 000 personnes. C'est ça. Donc, à ce moment-là, pour moi, le budget, il faut vraiment être flexible, surtout quand on est... Moi, je parle en mode start-up, je ne parle pas en mode grande compagnie et tout, mais quand tu es une start-up, tu dois pouvoir, tes coûts, tu dois pouvoir les rediriger à tout moment. Non, même dans les grandes compagnies aussi. Oui, il faut être flexible partout. Alors, pour le budget, en fait... dis-moi, Yannick. Il y a deux facteurs. D'accord. Faut savoir qu'au niveau du budget, il y a le budget de la personne ou des personnes qui produisent. C'est ça, Parce le que budget de la production voilà, du le budget contenu. de la production. Après, il y a le budget de l'amplification. Exactement. Okay, c'est ça. Parce que ça ne sert à rien de créer du contenu. En fait, je dis toujours, la création de contenu organique, c'est un peu comme si tu as une boutique et tu es là et tu es en train de parler à ceux seulement qui rentrent. Donc, alors que normalement, le challenge, c'est de ramener du trafic. C'est ça. Donc, quand j'ai du contenu, il y a la partie organique, il y a la partie sponsorisée, et il y a la partie influence. Et la partie influence peut s'appuyer sur sa tribu qui va amplifier. Ça peut s'appuyer sur des influenceurs, sur des médias. Donc, c'est tout ça, en fait, qu'il faut budgétiser. Exactement. Mais maintenant, quand tu budgétises en fonction de ce que tu as et en fonction des performances. Je vais prendre un exemple. Je peux partir du principe que pour l'année 0, je mets 100 000 francs. Donc, pour 100 000 francs, je donne 50 000 francs à quelqu'un qui me produit du contenu et peut-être 50 000 francs parce que je me dis que je n'ai pas d'argent pour de l'influence et je prends du sponsorisé. Mais tu te rends compte en fait que ce budget-là te permet d'atteindre des performances que si tu mets encore un peu d'argent, ça peut t'emmener loin. Du coup, le budget-là, il dépend des objectifs clients. C'est ça. Parce que tu vas te rendre compte que, et je sais que ça on le disait, j'ai publié un post qui m'a envoyé 5 prospects et les 5 prospects, j'ai converti 2. Donc de manière mathématique, j'ai dit, donc ça veut dire que si je publie 10 contenus, au final, ça peut me permettre d'avoir 2 multipliés par 2 clients. Donc ce budget-là, comme il a dit, il faut être flexible, mais il faut connaître en fait les lignes de dépenses. Et les lignes de dépenses, il y a la production. Parce qu'on ne va pas toujours produire le contenu. La deuxième ligne, c'est l'amplification. Comment je l'amplifie? Est-ce que c'est ma communauté, est-ce que c'est ma tribu qui va l'amplifier? Raison pour laquelle il faut savoir bien utiliser sa tribu. Parce que souvent, les gens pensent que
dans notre tribu, il n'y a pas des amplificateurs. Mais en fait, souvent, dans notre tribu, il y a des gars, en fait, qui sont capables d'amplifier le contenu. Aujourd'hui, on le voit avec Serge Beno, qui fait des publications, mais c'est sa tribu qui amplifie. C'était pour rebondir sur ce qu'il disait. Non, je pense que tu as tout résumé. Je pense que juste, il y a deux choses que tu as dit que je pense, moi, de mon expérience, les gens ont beaucoup de mal, grande comme petite société. Un, tu as dit un sous-entendu qui est évident, les gens ne mesurent pas. Aude en a parlé tout à l'heure, les gens ne mesurent pas. Grande société ou petite société, quand tu leur demandes quel est ton riche moyen, blanc. Ils savent pas. Ouais, ils ne savent pas. Non, vraiment, il faut qu'on le dise. Si c'est une leçon que je peux te donner, tu ne peux pas être sur les réseaux sociaux. Tu ne peux même pas exister à l'heure actuelle si tu ne connais pas tes moyennes. Ouais. Et c'est le plus dur. De mon expérience, là, il y a le plus d'efforts, c'est dans la constance de mesurer. La plupart des gens, je ne pense pas que leur difficulté, contrairement à ce qu'ils imaginent, soit le manque de nombre de gens qui les voient. C'est qu'ils ne mesurent pas. Et surtout, la dernière chose qui est importante pour moi, il faut qu'on le dise quand même, je trouve que les gens ont une vision complètement biaisée à cause des réseaux sociaux de qu'est-ce que c'est avoir une bonne audience. J'aime bien rappeler aux gens, 100 personnes, c'est une très grande salle. En fait, quand les gens me disent « j'ai eu que 100 vues, c'est rien », je dis « mais en fait, toi, tu crois que tu es qui, en fait ?» Genre, tu crois que c'est quand 100 personnes. En fait, d'ailleurs, je la poste souvent, mais là, je ne l'ai pas sous la main, mais il y a des images sur... Tu peux taper sur Google, une pièce de 100 personnes, une pièce de 1000 personnes, une pièce de 10 000 personnes. Les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est. Et c'est humainement difficile, je comprends. Parce qu'on voit des milliers, des millions, on parle que de millions, de milliards, la centaine, on dirait, c'est rien. C'est rien. Mais 100 clients, ça te change ta vie. Oui, clairement. Et ça fait 1h15 que nous sommes en live. Non, pardon, je viens. Ça fait 1h15 que nous sommes en live avec plus de 100 personnes constamment connectées. C'est énorme. Ouais. Mais les gens ne se rendent pas compte. Pour revenir rapidement à ce que tu disais, j'ai parlé de ça sur Facebook. Et les gens, dans les commentaires, les gens me disaient « Ah, mais les 100 personnes là, parce que le post disait TikTok a abruti beaucoup de personnes en nous faisant croire en fait que 100, 200, parce que tu vois, les gens parlent de la prison des 300 vues là. La prison des 300 vues, c'est un concept. Ouais, c'est un concept. Et les gens me disaient ah, « Mais Yann, ce que tu oublies, c'est que c'est 300 personnes qui passent. » J'ai dit « Mais supposons. Supposons que j'ai une boutique et en 2 heures, il y a 300 personnes qui sont passées devant la boutique. Énorme. Mais c'est énorme. Parce qu'il y a des personnes même qui ont des boutiques ici. Il n'y a même pas 10. Il n'y a même pas 10. Faut arrêter. Exactement. Mais je veux qu'on l'entende, hein, parce que c'est un truc que moi, je trouve qui m'a beaucoup perturbé, c'est que les gens n'ont aucune notion. Mais c'est humain, parce qu'en fait, on est tellement exposé à des gros chiffres toute la journée. Toute la journée, tu vois des posts avec 1000 likes, 10 000 likes. Tu te dis, moi, j'en ai 10. Exactement. Mais 10 personnes qui likent ton truc. Et en même temps, les gens, ils se comparent beaucoup par rapport aux autres. Exactement. D'autres personnes qui ont fait un travail pendant des années pour être là, et toi, tu viens d'arriver, tu veux avoir le même niveau de statistiques. Moi, je me souviens la première fois où j'ai eu un post qui a fait 1000 Juste après toi, Moulay. Vas-y. Non, vas-y. En fait, 1000, ça me paraît incroyable. Et jusqu'à maintenant, je sais, il y a des gens qui me disent, ouais, 1000 likes, c'est rien. J'ai dit, mais en fait, vous êtes des fous. Enfin, je ne sais pas dans quel monde vous vivez, mais à la fin de la journée, là où on a raison, c'est revenir à la réalité. Revenez aux chiffres, qu'est-ce que ça veut dire en euros. Oui, moi, tu te rends compte, je me souviens quand j'ai dit aux gens, ah ben, on a 100 personnes dans la tribu Telegram, maintenant ça va être payant. Les gens ont dit, mais 100 c'est rien. Je dis 100 personnes qui parlent tous les jours. Ouais, non. Et puis, il faut que tu donnes aussi une qualité de service qui va à la hauteur. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est les gens, et on en a eu des cas dans notre podcast où on demandait des conseils aux gens qui me disent, comment je touche 1 million de personnes. Ça veut dire, mais même si on te donnait les moyens de toucher 1 personne, tu ne pourrais pas servir 1 million de personnes. Arrête. C'est ça. Touche d'abord 10 personnes. Merci. Voilà. Touche d'abord 10 personnes. Et la clé pour moi, et c'est peut-être une autre clé, un contenu qui convertit, et tu l'as dit tout à l'heure, mais tu l'as sous-entendu encore, parce que je sais que toi tu le fais tout le temps, mais les autres ne se rendent pas compte. Il faut mesurer, il faut être réaliste sur la taille, et la dernière étape pour moi, c'est qu'il faut satisfaire les gens. Si tu as 10 personnes qui voient ton post, mais qu'il y en a 5 qui te disent « Ah, c'est génial, t'as trop raison », t'as gagné plus que le gars qui a 1000 personnes qui l'ont vu, mais personne ne s'en souviendra le lendemain. Exactement. Et c'est là où il y a un enjeu dans la conversion qui est l'impact. Il faut que tu sentes que tu as touché les gens. Comme je disais, la relation, c'est ça à la fin.
C'est quelqu'un qui se dit « Ah, je m'en souviens ». Et c'est pas compliqué. Rappelez-vous la dernière fois parce que vous avez vu quelque chose, vous avez été acheter ou faire la chose derrière. C'est ça la différence entre le marketing et l'amusement, en fait. C'est ça. Le divertissement. C'est ça. Parce que celui qui divertit, tu peux avoir Des millions de vues, qui vont rigoler, mais celui qui fait du marketing, en fait, lorsqu'il y a un like, il doit se dire au moins « Ah, il y Ça a a touché une personne que je ne s'est connais pas arrêtée. qui a aimé ce que j'ai posté. » Deux choses que les gens oublient pour terminer. Oui, vas-y. Il y a, Parce qu'on va attaquer le dernier axe, en fait. Vas-y. il y a Oui, la vas-y. stratégie de onboarding. Comme il disait, exactement. tu fais un post, il y a 10 nouvelles personnes que tu ne connais Faut pas. les gérer, hein. Ben, en fait, comment tu les gères, en fait? C'est quelque chose, hein. Et cette stratégie de onboarding, là, comme on ne l'a pas, ce qui fait qu'on ne sait pas lire les chiffres. Exactement. Aujourd'hui, toutes les statistiques de Facebook où on clique, voit les performances, performances. tu dis à un vendeur, bon, ça signifie quoi pour toi, en fait? Rien. Pour lui, c'est qui va commander, C'est ça. qui va liker. Et dernière chose, je pense qu'on suit souvent les mauvaises personnes. Oui. Voilà. Et c'est souvent les mauvaises personnes qui font croire que 10 likes, 20 likes, c'est petit, en fait. Voilà. D'accord. Nous allons aborder donc le dernier axe, donc la création d'un écosystème durable. Et il nous reste 10 minutes, mais on va aller très efficacement. Aude. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on maintient de la régularité, de la qualité dans la production de contenu? C'est une grosse question. Mais moi, personnellement, comment moi je m'y prends, on va dire que je suis beaucoup les tendances. Ok. Ça, c'est moi personnellement. Je suis beaucoup les tendances et aussi je communique vraiment avec les personnes qui sont beaucoup présentes sur mes différents réseaux sociaux. Donc, je sais plus ou moins quelles sont les thématiques à aborder. Bien vrai que je veux toujours les ramener à ma thématique qui est carrière et communication, mais j'aborde ce qui leur parle à eux. Voilà, je parle vraiment de l'actualité et tout ça. Et bien sûr, je fais toujours un crochet vers ce qui est important pour moi, communication et carrière. Donc, ce qui fait que au quotidien, j'ai toujours du contenu qui est présent. C'est ça. Je prévois des choses, mais je n'oublie pas surtout l'actualité. De surfer sur l'actualité. Parce que très souvent, pour on rester se dit constante. qu'on va créer du contenu, on va juste programmer, ça va se poster tout seul. Mais en réalité, il faut tenir compte de ce qui se passe là maintenant. Est-ce que c'est en ligne avec ce que la cible vraiment demande? Et je pense que c'est comme ça que moi, mon contenu, il reste vraiment de qualité. Je réussis toujours à avoir de l'attraction. Je prends, par exemple, récemment, j'ai lancé Fluentis, qui est une plateforme pour pouvoir toujours communiquer en anglais. Il y a eu plus de 500 personnes qui se sont inscrites ou qui ont désiré s'inscrire. On va payer. Et lorsqu'on est passé au paiement, on s'est retrouvé à une trentaine de personnes. Voilà. Donc, 530, exactement. c'est pas mal comme taux de conversion. Et ce sont ces 30 personnes aujourd'hui qui communiquent parce qu'ils jugent que c'est important et tout ça. Et grâce à eux, je réussis aussi à avoir du contenu parce qu'ils font des vidéos, ils parlent. Donc, au fait, ta tribu, justement, est ceux-là même qui vont te permettre d'avoir du contenu qui est clair, qui est cohérent et aussi d'avoir des idées au fur et à mesure. Ok. Et une question donc d'un de nos abonnés. Donc celle-là, elle est pour Yannick. Alors, comment créer un contenu attractif pour une structure qui évolue dans l'aquaculture, qui voudrait sur le long terme converger vers une start-up qui propose des services innovants dans ce secteur en associant d'un SAS couplé à l'intelligence artificielle? Cette question est de Abdul Rachid Issa Ali. Yannick? Ok, d'accord. On va faire un speed coaching rapide, 2 minutes. Déjà, en fait, c'est très simple. Et quand on est sur les réseaux sociaux, la chose la plus importante, c'est pas le fond d'abord. C'est de la manière dont on le dit. Okay. Tu vois, tout ce qu'il vient de dire là, on n'a tous rien compris. Trop de trucs. Ouais. Tu vois? Donc, la chose fondamentale que moi je vais lui demander, c'est déjà en fait de regarder dans le quotidien de tout ce que nous on fait au quotidien, boire de l'eau, manger, comment il fait une immersion dans notre réalité et il utilise cette immersion-là
pour parler de tout ce qui est aquaculture que moi, personnellement, je n'ai pas compris. Donc ça voilà. On parle d'aqua, c'est ça. L'eau, après on parle de l'intelligence artificielle. Oui, voilà, donc ça, c'est déjà la première chose à faire, de se dire, il faut que j'identifie les gens à qui je parle, les gens à qui je veux vendre, et je fais une immersion dans leur quotidien, et je m'appuie sur leur quotidien, en fait, pour créer du contenu, pour que ce contenu que je vais diffuser là soit audible. La deuxième chose, en tout cas, s'il veut créer du contenu, c'est de ne pas s'emmêler avec l'intelligence artificielle, en vrai. En fait, déjà, il va trop loin. Voilà, il va trop loin. Moi, je pense que il peut déjà s'appuyer sur des photos, sur ce que les gens veulent découvrir. Ce qui est réel. Ce qui est réel. Et déjà. puis, le troisième élément, moi, je dis toujours, la vieille méthode du sondage, là, faut pas qu'on l'oublie, quoi. Il faut parler aux gens, il faut leur demander. Il faut lire, comme elle a dit. Du coup, ce que les gens écrivent. il faut lire les commentaires et il faut poser beaucoup de questions. Moi, je dis toujours, le meilleur contenu qui attire à toi souvent des solutions, c'est de poser des questions. Et des questions banales, hein, c'est A ou B, vrai ou faux. C'est ça. Et du coup, ça lui permet d'avoir des feedbacks pour créer du contenu. Et puis, La je réponse pense que est par précise. Par rapport à lui, Oui, moi j'ai compris parce que je connais une start-up qui fait pareil. Au fait, la start-up en question, elle a créé un SaaS qui permet justement la gestion de tout ce qui est aquaculture. Ah, mais c'est bien. Et le SaaS, il y a l'intelligence artificielle qui est inclure là-dedans. Voilà, pour pouvoir faire des prévisions et tout, quand il faut nourrir les poissons, les pêcher et tout ça. Donc, je pense que c'est plus dans ce sens-là. En fait, il décrivait plus son activité. Exactement. Mais là, maintenant, il demande quel contenu créer. Exactement. Mais après, je pense que la réponse a déjà été donnée. Et moi, ma petite question de curiosité, c'est est-ce que la même chose est valable si on est une banque comme UBA Côte d'Ivoire ou UBA Bénin, UBA Burkina? Quand on est une banque comme UBA. Je suis un ancien d'une ancienne banque. Voilà. Après. Ok. Alors, mais oui, vas-y, s'il te plaît, Moulay. Ce qui est super important parce que Aude et Yannick ont encore donné des super informations, mais il y a un sous-entendu que je pense que peut-être celui qui pose la question n'a pas entendu et que je veux que tout le monde entende. En fait, faites du contenu qui vous plaît. En fait, normalement, que tu sois une grande société ou un petit groupe, pour que ton contenu soit constant et qu'il soit pertinent, il faut qu'il te ressemble. Il faut que tu aimes le faire. En fait, moi, mon plus gros sujet à chaque fois que je parle avec des gens qui font du contenu, la réalité, c'est que les gens... Tu vois, Aude, tout à l'heure, elle a dit un truc qui est vrai, l'actualité, mais je suis sûr que c'est parce que tu aimes l'actualité, Aude. c'est ça. En fait, mais tout le monde n'aime pas l'actualité. Moi, je déteste l'actualité. Personnellement, je trouve les gens boring, leurs tendances cheloues, je comprends pas pourquoi les gens font ce qu'ils font. Donc, si tu me demandes à quelqu'un comme moi de faire l'actualité, je vais souffrir. Mais je veux que les gens se rendent compte que tu as dit quelque chose qui est vrai, mais c'est vrai pour toi. La leçon qui est vraie pour tous, par contre, c'est faites du contenu en fonction de ce que vous faites naturellement. Que vous ne serez jamais lassé de faire. Exactement. Ce qui tue, c'est d'être lassé. Tu vois, toi, tu as fait de la musique, tout à l'heure, tu as dit, ton frère fait de la musique. Mais c'est que tu aimes la musique. Mais les gens ne se rendent pas compte. Les gens ne se rendent pas compte que... Je vais dire, j'ai failli. Toi, mais t'es artiste. J'ai failli être artiste. Heureusement. Il peut être... Mais laissez-le. Non, j'ai failli. En fait, mais de par ma position d'aîné, je ne pouvais pas dire à mon père que j'allais en studio. Ah, bah, c'est compliqué. Voilà. Surtout à cette époque-là. Des hasards, mon frère Jupiter, qui devient artiste, j'étais aux États-Unis. Voilà. Le petit que j'ai jamais amené au studio, lui, il va. m'appelle, ah, grand frère, j'ai une maquette, j'ai besoin de sous. Je dis, tu vas au studio. Ok, bon, j'envoie. Et je rentre. Je vois que le petit, voilà, bon, après, je deviens son bouclier parce qu'après les parents, C'est ça. je dis, ben écoutez, laissez-le faire ce qu'il a envie de faire. Il étudie bien, il a de bonnes notes. Exactement. Et regarde, Yannick, Netflix, tu regardais Netflix en fait avant. Ouais. En fait, ce que les gens ne voient pas, c'est un plaisir. En fait, tu ne peux pas. Parce que, on a dit tout à l'heure, en tout cas, j'ai dit, il faut parler 100 fois d'un truc. Il faut le faire constamment. Ce que je n'ai pas dit et je suis obligé de dire quand même pour même celui qui fait de l'agriculture. En fait, la clé d'un contenu qui marche, c'est un contenu que tu aimes. Le problème, c'est que la plupart des gens font du contenu qu'ils aiment pas assez souvent, pas d'assez bonne qualité, et ne se rendent pas compte que la qualité est une fonction d'à quel point ils écoutent les autres. En fait, c'est là où c'est dur. C'est faut trouver un accord entre ce que toi tu aimes et ce que les autres veulent écouter. Mais ça ne peut pas partir de pas quelque chose que tu n'aimes pas ou que tu as envie de faire. Et le plus gros problème que moi j'ai, c'est que beaucoup de gens, malheureusement, en Afrique, font des business qui ne sont que de la survie, mais qu'ils n'aiment pas vraiment. Malheureusement. C'est du mimétisme. Du mimétisme. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils n'y arrivent pas. C'est qu'en fait, ils n'aiment pas ça. C'est ça. Et c'est OK de se dire, et je suis obligé de le dire, c'est OK de se dire, j'arrête, je fais autre chose, ou encore mieux, je vais dans une autre boîte que j'aime.
C'est un message que je vais pousser à tout le monde. Les gens cherchent la sécurité. C'est ça. Oui, c'est Ils ça. voient que ça marche pour quelqu'un d'autre. Donc ils y vont. Ils y vont. Ouais, Oui. moi, les gens, quand j'ai commencé... On n'a plus beaucoup de temps. les chroniques, Oui, allez-y. Oui, vas-y, Yannick. J'ai vu des gens faire aussi des chroniques. J'ai dit, les gars, vous êtes sûr Vous avez que vous vous êtes essoufflé, tenus? hein. Est-ce que vous avez ça vraiment? Est-ce que vous avez le sou? Moi, j'en faisais 4 par semaine. Tu vois? Donc, au bout d'un moment, il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté. quoi. Mais et c'est ce que je dis souvent aux gens. C'est ça. À la fin de la journée, moi, je fais un podcast. Et donc, Oui. pardon Moulay, Vas-y. il nous reste 2 petites minutes. Vas-y. Donc, on va donner la parole encore une fois à chacun. Et donc, tu disais quelque chose, ça va être ton mot de fin en même temps. Mon mot de fin, c'est si vous voulez du contenu qui convertit, il faut que vous connaissiez votre cible intimement et son quotidien. Et idéalement, que vous sachiez vous insérer dans son quotidien. C'est ça le mot de fin. Et pour pouvoir s'insérer dans le quotidien de quelqu'un, il faut aimer ce que tu fais. Si tu ne l'aimes pas suffisamment, et aimer, ce n'est pas un sentiment. Je sais que les gens pensent qu'aimer, c'est genre je kiffe quand je le fais. Des fois, tu kiffes pas. Hein. Des fois, c'est dur. Tu vois, elle a dit faire un post, c'est dur. Des fois, c'est dur. C'est juste que ça ne te demande pas un effort de continuer à le faire. Le commencer peut être dur, mais le continuer à le faire, non. Parce que tu prends du plaisir en le faisant. À le faire, ouais. Voilà, c'est juste ça mon mot de fin. Merci Moulay. Yannick. Mon mot de fin, c'est un contenu, c'est un produit. Ouais. Donc, quand vous lancez dans la création de contenu, pensez déjà à un business model ou approchez-vous des gens qui ont déjà construit un business model autour d'un contenu. Soyez humble, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, celui-là, j'ai pas envie de l'approcher parce que il est dans son coin, il est trop hautain. Mais quand on ne connaît pas quelque chose, on se forme. C'est clair. Merci Yannick. Aude? Et moi, pour terminer, je dirais qu'un contenu qui convertit, c'est un contenu qui parle réellement à une cible bien précise. Alors, c'est pas la peine de se dire qu'on va convertir tout le monde. Il faut juste identifier sa vraie cible et communiquer régulièrement avec elle. Ouais. D'accord. Merci Aude. Timac. Merci. Et pour moi, je veux dire un contenu converti. En faisant un contenu, il faut déjà savoir déjà qu'est-ce qu'on vise. Exact. Et ne pas se dire qu'on peut avoir tout le monde. Il faut commencer. Pour moi, chaque accomplissement est une victoire. D'accord? Pour moi, ce sera le mot de fin. Merci. Merci Timac. Et moi, mon mot de fin, c'est des mots de remerciement. Merci à vous tous, clients et pas encore clients de UBA, qui nous avaient suivis en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Sénégal, au Burkina, au Mali. Et en Guinée. Et en Guinée. Voilà. -1. Et, voilà. Et en Guinée, merci. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce business série qui est régional là, nous avons fait donc la shortlist de tout ce que vous voyez là, selon leur appartenance à un ou plusieurs pays africains francophones. Bon, on ne va pas donner les détails là maintenant, mais voilà, si vous les connaissez, vous savez plus ou moins. Et donc, merci de nous avoir suivis pour cette session des UBA Business Series. Et on vous donne rendez-vous en 2026 pour de prochaines sessions avec d'autres speakers. Pourquoi pas? Les mêmes reviendront peut-être selon les sujets qu'on vous présentera. Et ça a été un plaisir pour nous, pendant 1h30, de vous entretenir donc, sur ce thème, le contenu qui convertit. La discussion peut se poursuivre dans les commentaires. Nos speakers se feront un plaisir de répondre à vos questions selon que vous les leur adressez dans les commentaires. Restez connectés sur nos médias sociaux, Facebook, LinkedIn, et à très bientôt pour une prochaine session. Bonne année. Merci.